Alors du coup, pour commencer, j'ai une petite photo à vous partager. Je sais pas si vous reconnaissez ce que c'est. Ça va dépendre des générations, si tout le monde voit ce que c'est. Donc Pellicule, la pellicule. voilà, la jolie pellicule photo. Et j'aime bien démarrer par ça parce que bah ça montre un peu le risque qu'on a aujourd'hui quand on a un business et quand on ignore en fait l'IA. Là, j'ai un petit graphique à vous partager. C'est les évolutions des ventes en termes de films, du coup photo, pour les appareils photo argentiques, et les ventes de caméras argentiques qu'il y a eu du coup sur la fin des années 90, début des années 2000. Et donc bah voilà, à l'époque, ça marchait super bien. On avait du coup beaucoup de ventes. Kodak, c'était vraiment les boss du game d'ailleurs sur la partie vente de films. C'était une boîte qui était énormissime. Enfin voilà, c'était vraiment un gros truc à l'époque. Et eux, ils ont eu même, enfin, c'est chez Kodak hein, qu'ils ont eu leur département de recherche et développement. Ils avaient une petite unité pour ceux qui faisaient la partie électronique. Et donc du coup, ils ont eu quelqu'un de chez eux qui a inventé en fait le capteur numérique. Donc c'est assez fou quoi, quand on voit justement ce qu'ils en ont fait, parce qu'ils en ont en fait rien fait. Eux, ils étaient tellement sur une poule d'or avec le business des pellicules qu'ils voulaient pas changer, hein, parce que ça fait des revenus récurrents, ça revient tout le temps, que bah ils se sont dit non non, on reste comme on est, on bouge surtout pas. Et donc bah finalement, ce qui s'est passé, c'est que les concurrents eux ont adopté le capteur numérique et du coup bah ils ont très vite évolué là-dessus. Et finalement bah voilà, passé le début des années 2000, bah, on est tous passés sur des appareils photo numériques. Et voilà, Kodak se sont complètement effondrés, ils ont complètement raté cette transition. Et j'aime bien montrer ça parce que bah, ça, c'était une des transitions, mais ça s'est pas arrêté là parce que bah, je sais pas si vous vous souvenez de ces appareils photo numériques, hein, parce que ça ressemblait à ça dans les années 2000. Mais au final, aujourd'hui, qui en a encore un? Bah, personne, parce que maintenant, on utilise tous nos smartphones, en fait. Donc, c'était l'évolution d'avant l'évolution. Donc, voilà, il y a encore à chaque fois une évolution qui se remplace. Et là, c'est les ventes d'appareils photo numériques. Et au final, bah, elles ont explosé sur les années 2010, quoi. Et puis après, elles se sont complètement effondrées dès que les téléphones portables ont commencé à avoir des caméras qui étaient suffisamment qualitatives. Et donc, bah, au final, aujourd'hui, hein, il y a juste les appareils photo, entre guillemets, pour les pros ou pour les amateurs un peu éclairés, et puis sinon, bah, le reste des personnes utilisent leur téléphone. Et c'est un petit peu la même chose qu'il y a avec l'IA. C'est pour ça que j'aime bien commencer par ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, si vous intégrez pas déjà de l'intelligence artificielle dans ce que vous faites, que ce soit dans votre business ou dans votre travail, en fait, bah, c'est un petit peu comme ce que Kodak a fait. Hein. Vous restez en fait dans l'ancien monde avec les pellicules argentiques, alors que bah en fait c'est quelque chose qui est amené à disparaître et amené à évoluer. Donc il y a vraiment une transition à adopter en fait. Il faut vraiment pas rater la vague. Hein. C'est pour ça du coup que moi que j'ai appelé le podcast Tsunamia parce que c'est une grosse vague à essayer de surfer quoi. Donc voilà un petit peu comment dire le dicton du coup que je ressors de tout ça, c'est que Kodak, bah, ils avaient l'intention, ils avaient l'invention pardon, mais les autres ont eu la vision. Et donc du coup ils ont vu que bah, le capteur numérique qui pourtant à l'époque bah, c'était du 300 pixels par 300 pixels en noir et blanc, hein, le premier projet que la personne de Kodak avait fait. Et pourtant bah il y en a qui ont vraiment voulu investir sur cette technologie et puis finalement ils l'ont intégré. Et donc du coup bah ça fait que du coup aujourd'hui ils ont réussi à faire une transition. Donc les Canon, Sony et compagnie, ils ont réussi à quand même vraiment créer un marché, alors que bah, Kodak s'est complètement effondré. Et ça m'amène un petit peu du coup à deux citations que j'aime bien. La première, c'est celle de Bill Gates qui dit que l'IA aura un impact plus important que l'ordinateur personnel, le téléphone ou Internet, et que c'est l'innovation la plus passionnante de sa vie. Et la deuxième, c'est que le futur est déjà là et qu'il est juste mal réparti. Donc c'est juste pour vous dire que bah voilà, l'IA, il y a beaucoup de personnes qui sont des tech leaders ou autres, hein, comme bah, voilà Bill Gates, qui sont à peu près sûrs que c'est le changement, enfin un changement majeur. Donc voilà, après est-ce que ce sera plus qu'Internet ou pas? Bon bref, on verra, le futur nous le dira, mais en tout cas on est sur un changement de la même ampleur et donc on peut vraiment pas l'ignorer. Et voilà, si on arrive à dès le début bah, rentrer sur une bonne connaissance de l'outil, savoir s'en servir, l'intégrer rapidement, bah, vous allez gagner une véritable avance. Et c'est de là que vient un peu la deuxième citation, hein, c'est qu'en fait, bah, on a déjà accès au futur, on peut déjà faire des choses qui sont dignes du futur. C'est juste que bah, il faut le savoir et que pour l'instant, l'information elle n'est pas encore bien répartie et qu'il y a que encore quelques petites briques de personnes bah, qui savent entre guillemets comment intégrer tout ça. Et voilà, c'est un peu pour ça qu'il faut pas passer à côté. Donc du coup, pour aujourd'hui, je vous propose de voir un petit peu les 12 commandements de l'IA. Je me suis dit que j'allais revisiter un petit peu ma façon de présenter l'IA, parce que moi j'ai l'habitude de le faire en entreprise, de faire pas mal de formations, etc. Et je me suis dit que ça serait intéressant de le faire un peu d'une façon différente pour ceux qui sont déjà des utilisateurs de l'IA, mais qui veulent un peu creuser un peu plus loin et en savoir un peu plus sur de quoi on parle, pour que ça vous resserve, hein, peu importe l'outil et peu importe aussi les futures mises à jour de l'outil, parce qu'il y a quand même des fondamentaux qui vont pas changer demain en fait. Et donc du coup, ces 12 commandements, je commence par le premier, qui est que bah, l'IA, ce n'est pas juste ChatGPT.
Donc forcément, ChatGPT, bah, ils font beaucoup parler d'eux. C'est un peu la grosse application du moment. C'est souvent eux à qui on pense quand on parle d'intelligence artificielle, mais c'est pas juste ça, l'intelligence artificielle. Ça va avoir un impact bien plus large. Je vous montre quelques petites exemples avec quelques photos d'autres cas d'usage qu'on a avec l'intelligence artificielle. Mais par exemple, l'IA, elle va permettre de faire des très grandes avancées dans la médecine et dans la biologie. Il y a Google qui a bossé sur une IA qui s'appelle AlphaFold. En gros, ça permet de savoir comment les protéines se replient sur elles-mêmes, et ça aide les biologistes et les médecins à savoir comment, par exemple, un médicament peut se comporter. Et ça, en fait, c'est un petit peu comme si on avait débloqué un alphabet. Hein. Avant que cette IA arrive, on connaissait à peu près 150 000 protéines. Après qu'elle arrive, on a réussi à en déchiffrer 200 millions. Et ça, du coup, aujourd'hui, ça n'a pas un impact sur nos vies, mais ça, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça va avoir un très gros impact parce que là, les chercheurs, pour eux, c'est un peu la fête. Hein. Grâce à cet outil, ils sont capables de faire tout un tas de nouvelles recherches. Et il y a tout un tas de nouvelles choses qui sont possibles. Hein. Et ça va permettre d'avancer sur des traitements comme le cancer, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas anodin. C'est quelque chose qui va avoir un impact pas juste sur ce qu'on fait avec du texte et de la génération d'images et voilà, et ce qu'on peut voir avec du chat GPT. Un autre exemple qu'on a, c'est AlphaGo. Donc ça date déjà de 2016, ça commence à être vieux. À l'époque, Google, ils se sont dit, on va essayer d'affronter le champion du monde en titre d'IA, qui était Lee Sedol, qui était le champion du monde en titre du jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un jeu de stratégie asiatique, qui est plutôt très populaire, en tout cas en Asie, c'est un peu l'équivalent des échecs. Et AlphaGo, justement, ils ont réussi à battre Lee Sedol sur ce jeu-là, alors qu'avant, les ordinateurs qui jouaient au jeu de Go, c'était vraiment des ordinateurs qui étaient incapables de battre un humain qui avait un minimum de niveau au jeu. Et on pensait que c'était quelque chose qui était trop difficile pour l'ordinateur. Et ça a été quelque chose qui a été débloqué grâce à l'intelligence artificielle et grâce à des techniques dont je vais parler un petit peu plus tard dans la suite des commandements. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA, c'est pas juste ChatGPT. Il y a plein d'autres cas d'usage avec l'IA. Ça va faire évoluer plein d'autres domaines, pas juste ceux qu'on peut déjà voir, nous, avec notre utilisation. Et potentiellement, ça aura un impact, du coup, sur plein d'autres business, et pas juste ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les outils auxquels on a accès. Pourquoi du coup on a tendance à toujours se dire que l'IA c'est ChatGPT? C'est parce que ChatGPT aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, c'est les leaders. Ils ont 65% des parts de marché. La valorisation de leur boîte maintenant, elle est entre 300 et 500 milliards de dollars. Ils s'intègrent un petit peu partout. Maintenant, ils s'intègrent à Apple. Voilà. Il y a aussi Microsoft Copilot, pour ceux qui connaissent. Ça derrière, en fait, c'est aussi du OpenAI qui tourne, c'est aussi du ChatGPT. Ils sont à 800 millions d'utilisateurs par semaine. C'est les chiffres qu'ils ont donné. Ça, c'était leur nombre d'utilisateurs en juillet. C'est les chiffres les plus récents qu'on a. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une personne sur 10 sur la planète qui utilise ChatGPT au moins une fois par semaine, quoi. Donc, on est sur une adoption maintenant qui est massive. Et c'est pour ça aussi que juste utiliser ChatGPT, ça va plus suffire maintenant pour avoir de l'avance, entre guillemets. Va falloir savoir bien s'en servir, savoir aussi utiliser les autres outils qui vont se proposer à vous en termes d'IA, savoir bien les intégrer dans vos process, commencer à rajouter de l'automatisation, etc. Parce que si c'est juste de l'utilisation de base de l'IA, ça, entre guillemets, tout le monde le fait déjà, quoi. Donc il va falloir aller un petit peu plus loin. Deuxième commandement que j'ai à vous proposer, c'est que l'IA, sans data, c'est mort. Et ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Hein. Toutes ces intelligences artificielles-là, si jamais on n'a pas de données, en fait, les IA, elles valent rien, en fait. Pour avoir une IA qui va être fonctionnelle, il faut avoir les données. Et c'est d'ailleurs souvent un souci qu'on a avec ChatGPT, c'est que ChatGPT, lui, il est entraîné sur ce qu'il a vu sur Internet, mais c'est pas, il n'y a pas tout sur Internet. Donc, quand on lui pose des questions sur un domaine dans lequel il n'a pas d'informations, ou c'est des informations qu'on peut pas trouver sur Internet parce que, je sais pas moi, elles vont être dans des livres, elles vont être dans des sur des, ou alors elles vont être sur des sites mais qui sont payants, ou voilà, des choses qui vont pas être accessibles directement. ChatGPT, il va pas forcément vous donner des réponses hyper pertinentes, il va avoir tendance à être un peu en surface et généraliste. C'est normal, c'est parce que juste il a pas accès aux bonnes données en fait. Et typiquement, là en ce moment, on voit pas mal de boîtes, de grands cabinets d'avocats, etc., qui se mettent à faire des intelligences artificielles, par exemple de conseils juridiques, en les entraînant avec leurs données à eux, pour justement que l'IA, elle ait accès à leur catalogue d'informations, de jurisprudence, d'analyse de loi ou autre. Et du coup, ils se retrouvent avec une IA qui est plus performante qu'un simple chat GPT, parce qu'ils ont accès à la donnée, en fait. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre business, dans ce que vous faites, si vous n'avez pas un minimum de stratégie sur comment vous gérez vos données, vraiment repensez-y, quoi. Parce que même si aujourd'hui,
il y a des informations que vous exploitez pas, bah, demain, vous allez pouvoir les exploiter. Donc savoir, voilà, comment vous gérez vos clients, savoir, voilà, quand est-ce qu'ils sont rentrés, comment, et cetera, où est-ce que sont vos données métiers, voilà, les outils que vous utilisez, et cetera. Et si vous captez aucune donnée, bah, il y a un problème, en fait. C'est qu'il faut que vous commenciez à utiliser des outils qui vont vous permettre d'avoir des informations sur, voilà, sur vos clients, sur vos prospects, et cetera. Parce que sinon, bah, vous allez vous retrouver dans le flou et la meilleure IA du monde, elle saura pas vous aider si vous avez pas les bonnes données, pour justement, bah, voilà, lui donner un peu du grain à moudre. Donc ça veut aussi dire que quand vous vous servez de ChatGPT, bah, quand vous lui posez une question, quand vous lui demandez de vous aider sur un sujet ou autre, bah, pensez à bien lui donner accès aux bonnes informations. Si vous voulez qu'il vous aide à, je sais pas moi, améliorer votre site internet et qu'il ne peut pas accéder à votre site internet, il va pas vous donner des bons conseils, en fait. Il faut qu'il puisse avoir accès aux informations pour vous donner des bons conseils. Euh, Donc voilà, deuxième commandement, la donnée, c'est fondamental, c'est vraiment une mine d'or. Donc voilà, essayez de bien garder, entre guillemets, des données, hein, quand vous pouvez le faire, ça vous resservira. On passe, hop là, toutes les IA ont une ligne éditoriale. Donc ça, c'est hyper important, parce que, on a l'impression que ChatGPT, quand il nous répond, il a, ce ton, hyper neutre, il a, voilà, il nous donne l'impression d'être, hyper objectif, alors qu'en fait, pas du tout. Chaque intelligence artificielle, elle va avoir une certaine forme de ligne éditoriale. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe déjà par les données sur lesquelles elle a été entraînée, les données auxquelles elle a accès et ensuite, bah, les choix que les développeurs ont faits, au moment où, voilà, ils se sont dit: «Bah, voilà, on va, autoriser ou pas, à cette IA de faire certaines choses». Donc, je vous donne un exemple. Si vous posez une question, d'actualité à, ChatGPT, ChatGPT, par défaut, il va aller chercher ces informations quand on lui pose une question sur de l'actualité française, hein, sur, le site du Monde. Parce qu'ils ont fait un deal, en fait, OpenAI, ils ont fait un deal avec Le Monde et donc du coup, ils ont accès, entre guillemets, à tous les articles, même les articles payants, ce qui fait que ChatGPT, bah, il peut aller récupérer ces informations-là et vous donner, du coup, l'information en se basant sur Le Monde. Si vous posez la même question à, Mistral, par exemple, Mistral, eux, ils ont fait un deal avec, l'AFP, donc l'agence France Presse et donc, bah, lui, il va privilégier d'aller chercher les informations sur l'agence France Presse. Ça veut aussi dire que ChatGPT, il n'a pas accès à l'agence France Presse par défaut, parce que les journaux, eux, ils demandent, enfin, il faut les payer, entre guillemets, pour avoir accès à cette information-là. Et pareil, un Mistral, lui, il n'a pas accès au Monde. Donc, déjà, de base, les informations qu'ils vont avoir, elles vont déjà avoir une certaine forme de ligne éditoriale, parce que, bah, ça vient pas du même journal. En plus de ça, derrière, bah, il y a encore des choix qui sont faits par les développeurs, qui vont autoriser ou pas l'IA à nous dire ou à faire certaines choses. Donc, je vous donne un autre exemple dans le slide suivant. Là, c'est la même question que j'ai posée à 2 IA. À gauche, je l'ai posée à ChatGPT, je lui ai demandé comment faire un feu d'artifice artisanal. Et ChatGPT, lui, il prend pas de risque. Dès qu'on lui demande des trucs un tout petit peu dangereux, il répond pas. Donc il me dit attention, non, désolé, je peux pas te répondre, ça pourrait être dangereux, etc. Donc voilà, il me propose de faire autre chose, mais il veut pas m'expliquer comment faire un feu d'artifice artisanal. J'ai posé la même question à une autre IA qui s'appelle Grok. C'est l'IA de XAI, hein, donc eux, leur stratégie, c'est d'avoir le moins de censure possible. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de censure, mais il y en a beaucoup moins en tout cas que pour ChatGPT. Et donc là, pour le coup, je lui ai posé la question, et pas de souci, il m'a répondu, voilà, il m'a dit, je prends une boîte de conserve, de la poudre noire, etc. Et il m'explique comment faire un feu d'artifice. Donc voilà, il me répond. Donc ça, faut le garder en tête parce que ça veut dire qu'il y a des choses des fois qui ne sont pas possibles avec une IA, qui pourraient l'être avec une autre IA. Donc c'est pour ça aussi que, surtout si on est solopreneur ou dans une petite boîte ou qu'en tout cas on a de la flexibilité, bah, faut pas hésiter des fois à tester plusieurs outils. Alors bon, des fois ça nous pousse à multiplier les abonnements, hein, mais voilà, moi en tout cas, je suis abonné à quasiment tous les services possibles et je me sers de plein d'IA différentes parce qu'elles ont toutes aussi leurs forces et leurs faiblesses et elles ont voilà cette sorte de ligne éditoriale qui va faire que bah, voilà, certaines vont pouvoir vous répondre d'une certaine façon ou pas et certaines vont être meilleures dans certaines situations que d'autres. Bah, parce que voilà, justement, les développeurs les ont plus ou moins orientés vers voilà, un certain comportement. Commandement suivant, ChatGPT, il n'est pas infaillible et surtout quand il se trompe, bah, il ne le sait même pas. Et du coup, ça va me permettre d'introduire un concept, hein, qu'on appelle les hallucinations. Et ça, en fait, bah, c'est quelque chose que tous les grands modèles de langage vont systématiquement faire, hein. Donc toutes les IA de type chatbot auxquelles on a accès aujourd'hui, elles ont toujours un risque d'halluciner. Et qu'est-ce que c'est qu'une hallucination? Eh ben, c'est quand l'IA, elle va tout simplement générer quelque chose qu'elle va inventer à un moment donné où on n'a pas envie qu'elle invente. Par défaut, hein, les IA génératives, elles sont super créatives. Donc ça, entre guillemets, c'est une bonne chose. C'est ce qui nous permet de pouvoir faire plein de choses avec, de pouvoir générer des images, de pouvoir nous aider à brainstormer, de pouvoir voilà, nous aider à créer des textes avec plein de variations, etc. À la base, c'est un fonctionnement qu'on veut. Sauf qu'il y a des fois où on leur demande une information, et là, on n'a pas du tout envie qu'elles inventent l'information.
Si vous demandez à ChatGPT une référence à un article de loi, vous n'avez pas envie qu'il vous invente l'article, vous avez envie qu'il vous donne la bonne référence. Et quand il vous invente quelque chose alors qu'il n'aurait pas dû, eh ben, c'est là qu'on parle d'hallucination, en fait. Et ça, faut vraiment se méfier, c'est quelque chose qui sera toujours là, même si forcément, bah, plus les versions évoluent, et moins on a ce problème d'hallucination, mais ce sera toujours quelque chose qui arrivera. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Les IA, elles hallucinent et vous aurez toujours un risque d'hallucination avec ces dernières. Ça, c'est dû aussi à la façon dont on les a entraînées. Quand on entraîne en fait un chatbot comme ChatGPT, on va lui proposer, enfin, on va faire une vérification par des humains, et on va proposer en fait 2 réponses à la même question. D'ailleurs, bah, ça vous est peut-être déjà arrivé des fois quand vous utilisez ChatGPT, bah, il vous fait 2 réponses et vous dit, bah, vous préférez la réponse A ou la réponse B. Et le problème, c'est que bah, nous, souvent, on va préférer une réponse où l'IA, elle va être d'accord avec nous, où elle va essayer de nous trouver une solution à notre problème, même si en fait, derrière, l'information, elle est fausse. Si moi, je pose une question sur un article de loi à ChatGPT, que d'un côté, il me sort, bah non, désolé, j'ai pas l'information, je peux pas te répondre, et que de l'autre, il me dit, ah bah oui, il y a l'article 123-B, etc., etc., et que ça a l'air d'être un article qui est légitime, moi, je vais préférer cette réponse. Alors qu'au final, bah, il m'a peut-être inventé l'article. Et donc, du coup, on a un petit peu surentraîné les IA à jamais nous dire qu'elles ne savent pas ou à jamais nous dire non. Et ce qui fait que bah, aujourd'hui, on a un peu ce souci d'avoir des IA qui sont qui ont tendance à halluciner et qui ont aussi tendance à jamais nous contredire. Et donc ça, c'est pareil, pour éviter d'avoir ce problème-là, le conseil que je peux vous donner, c'est que vous pouvez à chaque fois bah, dire à l'IA, dire à ChatGPT, bah, si tu ne sais pas, dis-le-moi en fait. Ça va éviter justement que l'IA elle réponde, qu'elle essaye à tout prix de vous donner une bonne réponse, ça l'autorise entre guillemets à vous dire que justement bah, elle sait pas quoi. Ça va voilà l'aider entre guillemets dans sa démarche. Donc méfiez-vous des hallucinations. Il y a eu des histoires où, par exemple, il y a un avocat aux États-Unis qui avait fait tout son plaidoyer avec une IA. Bon bah forcément, quand l'IA elle a commencé à inventer des jurisprudences, etc., et que lui, il est arrivé au tribunal en balançant ça, bah ça s'est pas très bien passé. Et du coup, bah son client a apporté plainte contre lui parce que bah forcément, l'IA avait inventé tout un tas de choses. Je te coupe brièvement à ce sujet, Ouais. Dimitri, je me permets. Est-ce que, tu sais, dans nos GPT, en tout cas, dans nos paramètres, dans le paramètre de ChatGPT qu'on a dans nos options, c'est un truc qu'on peut rajouter ça pour éviter ce genre. Alors tu pourras pas le rajouter directement, mais tu peux le rajouter dans les consignes de personnalisation. Euh, Dans les options, et on pourra regarder tout à l'heure, je pourrais vous montrer deux, trois astuces sur l'utilisation de chat. Vous pouvez lui dire que, par exemple, bah, qu'il n'hésite pas à vous contredire, qu'il n'hésite pas à challenger vos opinions, ou qu'à chaque fois que vous lui posez une question, bah, qu'il essaye de, voilà, de trouver un axe pour éventuellement trouver une autre option possible. Ça, on peut le mettre dans les personnalisations de notre compte. Et ça va faire que par défaut, bah, il aura tendance à essayer voilà, de nous challenger un petit peu plus. Mais globalement, on n'a pas beaucoup de contrôle sur comment le modèle se comporte. Ça va vraiment être surtout les choix des développeurs. Et si eux ont fait des choix en amont sur justement le fait que l'IA bah, doit essayer de bien nous répondre, etc., bah, ça, on n'a pas trop la main dessus. Et voilà, en fait, le choix des développeurs est bien plus puissant, entre guillemets, que les personnalisations qu'on peut faire derrière nous. Et donc même si à la base nous on essaie de bah on va dire au modèle bah voilà essaie de pas toujours être d'accord avec moi, etc., et ben derrière les choix des développeurs sont plus puissants quoi. Pareil sur la censure, si les développeurs ont dit à l'IA bah tu ne dis rien de dangereux, bah en fait nous on aura beau essayer de triturer ChatGPT dans tous les sens, on va avoir beaucoup de mal à lui faire dire quelque chose de dangereux parce que bah, les développeurs ont entre guillemets une force de frappe dans les réglages de l'IA bien plus puissante que ce que nous on peut faire. Et donc du coup voilà il y a des choses qui sont très compliquées à éviter quoi. Donc, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des questions, hein, là, t'as bien fait, Eddie, de me couper, hein, parce que Ok, je ok. trouve... Non, même, parce que bah, moi, j'ai souvent ce truc-là où l'IA, elle te reste dans le sens du poil. Hein. Voilà. Elle me parle mieux que ce que je dis. Ma femme est moins gentille que ChatGPT, tu vois. C'est pas fait. Toujours d'accord. Et, c'est assez. Et justement, je voulais savoir, donc c'est quelque chose qu'on peut paramétrer. On peut le paramétrer, c'est ça, mais il y a quand même un fond où, avec ce côté ligne éditoriale, où tu as quand même des IA qui, par défaut, vont moins te caresser dans le sens du poil que d'autres, tu vois. Et par exemple, moi, j'aime bien, dès que j'ai des usages un peu professionnels, j'aime bien passer par Claude, parce que Claude, il est un peu moins...
voilà, un peu moins je te caresse dans le sens du poil que ChatGPT. Il est un peu plus proactif. Il a tendance à tout de suite essayer de voilà, te reposer des questions. Voilà, il a tendance à faire des réponses aussi plus professionnelles. Et donc, généralement, bah, dans un environnement pro, j'ai tendance à, par exemple, plus privilégier Claude à ChatGPT. Donc, c'est pour ça aussi que voilà, chaque IA a un peu ses forces et faiblesses. Pour vous donner un peu quelques exemples, moi, j'aime bien Gemini de Google dès que j'ai besoin de gérer beaucoup de documents, dès qu'il faut un accès à beaucoup de mémoire, qu'il faut aussi être capable d'aller chercher la bonne référence au bon document au bon endroit. Bon, bah là, c'est plutôt Gemini, ils sont vraiment forts là-dessus. Pareil pour le respect des consignes, je trouve que Gemini est un peu meilleur. Sur la partie pro, j'ai plutôt tendance à aimer Claude. Dès que c'est des sujets juridiques, dès que c'est des analyses, de l'analyse financière, des trucs comme ça, je trouve que Claude est meilleur. Même de l'aide pour de la programmation, pour faire des tableaux Excel, pour faire des présentations, etc. Claude est vraiment au-dessus. Et après, sinon, celui qui est un petit peu bon partout, c'est ChatGPT, quoi. Qui est un petit peu, qui sait un petit peu tout faire, mais voilà. Du coup, pour certains usages, bah moi, je vais privilégier Claude ou Gemini, voire même des fois Grok, hein, parce que comme je l'ai dit, bah Grok, il a pas accès. Il a comment dire une ligne éditoriale différente. Donc moi, typiquement, si je veux faire un module de scrapping, donc le scrapping, c'est récupérer des données sur un site internet. Hein, ChatGPT, il est hyper chiant. Il va me dire une fois sur deux que je devrais pas le faire, que il faut que j'ai l'autorisation, etc. Alors que si je fais avec Grok, il me balance tout et il n'y a pas de problème, quoi. Ok, ok, ok. Et, top, merci. Ok, donc commandement suivant, ChatGPT, ce n'est pas juste un LLM, et donc ça va me permettre de réintroduire ce que c'est qu'un LLM. Donc les LLM, c'est pour Large Language Model, c'est les grands modèles de langage, et en fait ça va être le moteur qui a derrière tous les chatbots, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot et compagnie. Derrière, on a un LLM, un grand modèle de langage. À la base, un LLM, ce qu'il fait, c'est juste compléter la suite d'une phrase. En fait, on commence un mot, et puis bah lui, en fait, il enchaîne, et il enchaîne avec globalement ce qui est le plus probable. Et là, je vous ai mis un petit exemple là dans le slide. Bah, si je commence ma phrase en disant ChatGPT, bah, peut-être que pour lui, le plus probable derrière, ça va être de dire ne. Et puis après, bah, derrière ChatGPT ne, le plus logique, ça va être de mettre ne comprend. Puis après, ça va être bah, ChatGPT ne comprend pas, etc., etc. Il va enchaîner, sachant que à chaque génération du mot suivant, il y a un côté entre guillemets aléatoire dans le sens où il peut partir sur un mot plus surprenant que ce qu'il aurait pu faire. Et donc voilà, ça c'est je vous ai mis ça en mode niveau de surprise. Et donc par exemple là, dans la dernière phrase, bah, le mot mais, c'est plus surprenant d'avoir ce mot-là que d'avoir le mot par exemple des, où c'était peut-être plus logique d'avoir ça. Donc il y a un petit peu ce paramètre-là qui fait que bah, avec la même question, vous allez voir que bah, vous aurez jamais exactement la même réponse. C'est qu'il y a un côté un peu aléatoire, mais si on réfléchit, c'est un peu la même chose avec un humain. Moi, si je vous demande de m'écrire un email de réponse à quelqu'un, bah, vous allez faire une réponse, et puis bah, peut-être que si je vous demande la même chose la semaine d'après, bah, vous n'allez pas écrire exactement la même chose à la virgule près, quoi. Globalement, le sens ce sera le même, mais vous n'allez pas peut-être exactement le rédiger de la même façon. Bah, c'est un petit peu pareil avec ChatGPT. Hein. Voilà, avec le même message, bah, on peut avoir un comportement qui va être légèrement différent. C'est normal, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça va plus loin, puisque ChatGPT, bah, il n'a pas juste ce moteur-là. Hein. Derrière, il va être connecté à tout un tas de choses pour pouvoir bah, avoir tout un tas de fonctionnalités supplémentaires. Donc, par exemple, il va être connecté à Internet. Comme ça, il va pouvoir aller chercher des informations sur Internet. Il va avoir un module qui va faire ce qu'on appelle de la computer vision. Donc, ça veut dire qu'il va être capable d'analyser des images. Donc, vous prenez une photo de, je sais pas moi, une carte d'un restaurant qui est en brésilien, par exemple. Et ben, ChatGPT, il va pouvoir vous faire la traduction et comprendre où sont les choses dans la carte parce qu'il a ce modèle de vision qui est capable de voilà, lui convertir une carte hein, en une description et en information sous forme de texte hein, pour que le LLM puisse les comprendre. Pareil, hein, si vous lui envoyez un document PDF ou autre, bah, il va passer par un module qui va convertir ce fichier PDF en format texte pour que lui il puisse le comprendre. C'est ce qui fait qu'il y a des choses où généralement il va avoir beaucoup de mal. Si vous lui envoyez un tableau Excel avec plein de cases fusionnées, etc., bah, typiquement ça il va avoir du mal à l'analyser
parce que bah, lui, en fait, il le voit, entre guillemets, plus sous forme d'un texte, enfin de texte brut, quoi. Donc, il va avoir du mal à analyser toutes les informations qu'il y a dans votre tableau Excel. Si vous lui envoyez un PDF où la moitié des infos, elles sont sous forme d'image, avec des plans ou ce genre de choses-là, bah, pareil, il va avoir du mal à le gérer, parce que pour l'instant, son module d'intégration de PDF, bah, il va surtout le convertir en texte, et il va pas forcément analyser chaque image. Si c'est juste 2-3 images, bah, le modèle de génération de la partie computer vision, elle va s'activer, mais au bout d'un certain nombre d'images, en fait, c'est trop compliqué à faire, ça prend trop de temps, donc du coup, il va juste analyser le texte, en fait. Donc si vous lui balancez un document de 100 pages, il va pas analyser, il va juste analyser le texte, il va pas analyser les images qu'il y aura dans votre document. Ouais, Dimitri, Ouais. excuse-moi, je me permets, sur ce sujet, est-ce que tu conseilles une, euh, une IA plutôt qu'une autre pour l'étude des documents? Tu vois, typiquement, souvent je lui donne des documents Word, des PDF, et en fait, il rame, et qu'il n'ose pas dire qu'il sait pas. Ouais. Du coup, Parce c'est qu'il un les point analyse où mal. Je te voilà, on arrive en conseille, échec et on perd du temps, lui et moi, en fait. ouais, je te conseille d'essayer Notebook LM. Notebook LM, c'est un outil qui est dans la suite Google, hein, donc il faut juste un compte Gmail pour pouvoir s'en servir. En plus, gratuitement, vous pouvez déjà pas mal vous en servir, il y a pas beaucoup de limitations. Notebook LM, ce qui est bien, c'est que quand tu lui poses une question sur un document, il va te chercher la référence qu'il a utilisée pour répondre à ta question. Et donc, du coup, ça te permet de savoir aussi bah, est-ce qu'il a bien analysé le bon document et qu'il a bien été chercher la bonne info. Mais par contre, du coup, Notebook LM, il a vraiment cette limitation que je disais, où en fait, il va analyser un PDF sous forme de texte. Il va pas être capable d'analyser des images, etc. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'au moins, vu qu'il te donne la bonne référence du bon document, bah, que tu lui donnes un PDF, un Word ou autre, hein, au moins, tu es sûr que s'il te sort un truc, il te le sort pas de nulle part et qu'il a bien analysé la bonne chose. Après, sinon, sur l'utilisation de ChatGPT, quand on lui demande un truc et qu'il rame un peu et qu'il a du mal à le faire et qu'on a l'impression qu'il veut pas trop, faut pas hésiter, si vous êtes sur un compte payant, à passer sur le modèle de réflexion. Donc je vous montrerai tout à l'heure, on fera un petit tour de ChatGPT avant de terminer le call. Ça vous permet d'avoir le modèle qui va, entre guillemets, passer plus de temps avant de vous répondre, mais du coup, qui va vous faire une réponse plus fiable, qui va être capable de se connecter à plus d'outils. Et il va avoir notamment bah, dans sa liste d'outils des outils qui lui permettent d'analyser un fichier Word, d'analyser un fichier PDF, etc. Et ça, si vous êtes sur le modèle un peu par défaut de base hein, ou sur une version gratuite, bah, il va pas forcément lancer cette analyse parce que ça demande plus de temps hein, et ça coûte plus cher. Et donc, du coup, bah, sur les comptes gratuits, des fois, on se retrouve à pas avoir cette analyse complète, quoi. Il va juste faire une analyse en surface ou ne pas vous le dire, parce que c'est ce que je disais, du coup, dans le commandement précédent. Quand il ne le sait pas, en fait, il sait pas qu'il sait pas, quoi. Donc, du coup, il va vous faire tourner en bruit et vous dire, ah, j'ai pas réussi à analyser, etc. Est-ce que tu veux que j'en commence? En fait, c'est juste qu'il a pas accès au document et qu'il n'a pas le bon module, justement, qui lui permet de l'ouvrir, en fait. Ok, Ouais. merci. Ouais, c'est ça exactement. Et j'en profite juste pour te demander, sur Copilot, tu en penses quoi? Parce que tu nous as Ouais. donné une liste, tu sais, de différents GPT, ou en tout cas de différentes IA, et Copilot, tu t'es pas exprimé dessus. Ouais, j'en parle pas trop parce que Copilot, pour moi, c'est un peu le dernier de la classe aujourd'hui. Ok, Sachant qu'il y a deux versions de Copilot. Il y a la version, on va dire, professionnelle entreprise. Donc, c'est si jamais vous avez des licences Office 365 avec Outlook, avec la suite Office, etc. Mais ça, c'est généralement quand voilà, vous avez, c'est à partir de 5 licences normalement. Là, vous pouvez avoir Copilot Pro qui vraiment aujourd'hui est vraiment très clairement dernier de la classe. Parce que bah en fait Microsoft ils ont beaucoup moins de concurrents sur les grosses structures, les grosses entreprises. Donc du coup clairement au niveau des fonctionnalités ils délivrent pas. Si vous avez Copilot, la version particulière, donc vous avez pris votre compte avec votre carte bleue et votre compte perso, là il y a un peu plus de fonctionnalités, c'est un peu mieux, mais faut pas oublier que Copilot derrière c'est soit du ChatGPT, soit maintenant il commence à avoir un partenariat avec Claude aussi. Donc au final en fait, bah, si vous utilisez directement ChatGPT ou directement Claude, bah, vous avez la dernière version qui marche mieux et souvent pour moins cher. Donc c'est pour ça que moi je suis vraiment pas convaincu des usages de Copilot. Il y a quelques petites choses qui sont intéressantes, mais c'est assez anecdotique et ça peut être intéressant quand on commence à avoir, voilà, sur une boîte où on commence à être 5, 10, 15, bon, pourquoi pas, il y a peut-être 2, 3 cas d'usage qui peuvent être intéressants, mais globalement, voilà, quand on est tout seul dans son coin, vraiment Copilot, ils sont trop en retard, en fait, par rapport aux autres. Donc, et les avantages de Copilot,
très souvent, bah, c'est pas des avantages qui nous concernent nous. Ça va être que les données, elles sont en Europe, ça va être que, eh ben, ils peuvent proposer du cloud privé. Enfin, c'est des trucs où c'est intéressant quand on a un gros groupe du CAC 40, mais bon, voilà, quand on a une petite boîte, on s'en fout, quoi. On veut avoir l'outil qui va être le plus efficace, le plus efficient. Et bon, bah, si les données, elles partent aux États-Unis, j'ai envie de dire, entre guillemets, tant pis, quoi. Je pense que là, si je demande, hein, tout le monde a un compte Gmail, tout le monde va avoir des informations sur un drive qui se balade, tout le monde va avoir un compte sur Instagram, Meta et compagnie. Donc bon, bref, au bout d'un moment, faut faire des choix. Et c'est un peu compliqué aujourd'hui de passer à côté des grosses entreprises tech, quoi. Ok, je te remercie. Yes. Donc du coup, ce que je disais, voilà, cinquième commandement, ChatGPT, c'est pas juste un LLM, il se connecte à tout un tas de choses. Il y a aussi la partie vocale, hein, la partie audio qui fonctionne aussi avec ChatGPT. Il y a plein d'autres modules, voilà, de modules qui fonctionnent et ces modules-là sont voués à être améliorés au fur et à mesure du temps. Donc ça veut dire que voilà, quand on aura GPT-6, bah, peut-être qu'il y aura un module intégré qui lui permettra de directement avoir accès à une suite en fait bureautique. Ils sont en train de bosser dessus a priori, il y a des rumeurs là-dessus. Et ça veut dire que bah, si l'IA elle a accès à sa propre suite bureautique, bah, potentiellement elle pourrait vous créer un tableau Excel, le compléter, l'intégrer dans un Word, puis ensuite en faire une présentation PowerPoint, etc., etc. Et faire faire des choses qui seraient pas plus évoluées que ce que fait ChatGPT aujourd'hui. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, on passerait sur une IA qu'on appelle plutôt un agent, puisque bah, on aurait une IA qui va pas juste vous faire du texte hein, et vous faire des réponses en mode chat, mais va vraiment pouvoir vous générer des fichiers, générer des actions, se connecter éventuellement voilà, à votre boîte mail ou autre, et donc être bien plus utile. Hein. Et ça, du coup, bah, j'en parlerai aussi sur mon 12e commandement. Donc, 6e commandement, merci le machine learning et le deep learning. Je vais passer un peu plus rapidement dessus. Voilà, donc je vais directement aller sur ce slide-là. Mais ce qu'il faut retenir de ce commandement, c'est que toutes ces intelligences artificielles, elles se basent sur le machine learning et le deep learning. Et qu'est-ce que c'est? C'est une autre façon, en fait, de programmer un ordinateur. Et c'est important parce que ça nous permet aussi de savoir pourquoi bah, l'IA, des fois, elle a certains comportements. Avant, quand on faisait un programme, on allait tout simplement lui donner des règles. On allait lui dire, bah voilà, si je dois faire un programme qui doit reconnaître les pommes des bananes, c'est à moi de lui donner les règles. Je vais lui dire, bah voilà, une pomme, c'est rond, c'est rouge. Une banane, c'est jaune et c'est en forme de croissant. Et je vais devoir lister toutes les règles possibles. Si j'oublie une règle, par exemple, j'ai oublié de lui dire que bah, une pomme, ça pouvait être verte, bah, pas de chance, le programme, il va pas être capable de reconnaître la pomme parce que je lui ai pas donné toutes les listes de règles possibles. Bon, le problème, c'est que quand on fait ça, bah, c'est super long, faut être exhaustif et c'est super compliqué dans pas mal de cas hein, d'avoir du coup un programme efficace. Donc ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et les techniques justement de machine learning et de deep learning, c'est que plutôt que de donner toutes les règles au programme, on va donner des exemples et c'est le programme lui-même qui va définir ses règles à partir de ces exemples-là. Donc je vais lui donner 1000 photos de bananes, je vais lui donner 1000 photos de pommes et avec ces exemples de pommes et de bananes, bah, il va être capable de se dire ah bah là, je sais que c'est une pomme, là je sais que c'est une banane. Ça veut aussi dire que si j'ai pas donné des données suffisamment variées à mon intelligence artificielle quand je l'ai entraînée, bah, elle risque d'avoir des angles morts en fait. Et donc typiquement, bah, si je lui ai montré que des photos de bananes qui étaient vertes et pas mûres, et que je lui montre une banane super mûre toute noire, bah, peut-être que l'IA va pas comprendre que c'est une banane. Parce qu'en fait, elle a vu que des photos de bananes qui étaient toutes vertes. Pareil, si je lui montre que des photos de de pommes qui étaient rouges, bah, le moment où je lui montre une photo de pomme verte, bah, elle va se dire c'est peut-être une pomme parce que ça y ressemble, mais je suis pas sûr. Faut un peu imaginer que c'est comme si on avait expliqué une règle à un enfant, quoi. Si un enfant on lui montre plein de pommes rouges, bah après quand on va lui montrer une pomme verte, il va se dire c'est bizarre, ça ressemble à une pomme, mais bon, ça a pas la même couleur, du coup je sais pas trop. Et donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et ça veut aussi dire que du coup les développeurs en fait c'est pas eux qui ont écrit les règles sur comment ChatGPT devait répondre en fait. C'est lui-même qui, avec son entraînement et les milliers, les millions d'exemples qu'il a pu voir, hein, parce que bah, forcément il a été entraîné sur des milliards d'exemples hein, et des milliards de données, on l'a entraîné vraiment sur tout le texte qu'on peut trouver sur Internet, sur tous les livres qu'on peut trouver gratuitement, sur tout ce qui va être documents publics, les textes de loi et compagnie, etc. C'est pour ça que bah, l'IA, elle a une connaissance incroyable et qu'elle a une culture G, qu'on peut pas tester. C'est parce que voilà, on l'a entraîné sur tout ça, mais ça veut aussi dire hein, du coup que quand elle nous donne une réponse, bah, on ne sait pas exactement pourquoi elle nous a donné cette réponse-là et pas une autre en fait. Il y a un côté un petit peu boîte noire, hein, parce que les règles de comment l'IA va nous donner une sortie, bah, c'est pas nous qui les avons fait, c'est elle-même qui s'est entraînée à trouver la bonne façon de nous répondre. Donc si je vous montre un petit schéma, voilà, faut s'imaginer, hein, là il y a une pomme en entrée,
il y a une petite boîte noire qui va trouver ses propres règles, et puis bah, derrière, ça va nous dire, OK, c'est une pomme. Et donc ça, c'est important parce que ça veut dire que bah, l'IA, on ne sait pas toujours exactement pourquoi elle nous a donné une réponse et pas une autre. Et il y a ce côté un petit peu boîte noire où on ne peut pas exactement savoir, prévoir ce qu'elle va nous dire exactement. C'est pas une calculatrice. Si vous demandez à ChatGPT de faire des maths, bah, il faut faire attention parce que bah, lui, il peut se planter en fait. Parce que justement, il a ce côté où, pour la même question, il va jamais nous donner exactement la même réponse. Alors heureusement, maintenant, ce qu'ils font, bah, c'est qu'il y a un outil, par exemple, dans le ChatGPT, qui est une calculatrice qui lui permet de faire des maths, mais c'est parce qu'il a cet outil-là qu'il se fait pas d'erreur en fait. S'il avait pas cet outil-là, bah, il se planterait une fois sur deux quand on lui demande de faire des calculs. Et pour ceux qui ont utilisé ChatGPT au tout début, hein, au début, les maths, c'est vraiment pas son truc, il se plantait tout le temps. Même compter le nombre de lettres dans une phrase, c'est des trucs qu'il n'arrivait pas à faire. C'est dû en fait à ce comportement-là. Et donc du coup, on en revient aux données. Hein. Là, je vous ai mis quelques exemples des débuts de l'IA générative. C'était voilà une IA qui générait des chiffres, une autre qui générait des visages humains. Bah voilà, on en revient aux données. Il faut qu'on entraîne l'IA sur les bonnes données pour qu'elle puisse nous donner la bonne information. Donc là, par exemple, l'intelligence artificielle qui génère des chiffres, si jamais je lui montre des lettres, et ben en fait, elle a aucune idée de ce que c'est qu'une lettre. Elle a vu que des chiffres, donc en fait, elle saura pas me dire ce que c'est qu'une lettre. Donc pareil, ChatGPT, si vous lui posez une question sur quelque chose sur lequel c'est un angle mort, il en a aucune idée, il a pas été entraîné dessus, mais en fait, il va pas savoir. Et en plus, il sait même pas que c'est un angle mort. Donc du coup, il va essayer de vous broder une réponse, alors qu'en fait, il en sait rien du tout. Donc c'est vraiment le genre de problème qu'on a, hein, et c'est pour ça qu'on en revient au commandement où je disais que les données, sans données, c'est mort. 8e commandement, ChatGPT n'a pas accès à tout Internet. Et ça, c'est important à savoir. En fait, quand vous utilisez ChatGPT ou Perplexity ou Grok ou Mistral ou peu importe, ils ont chacun accès à une partie entre guillemets d'Internet. Il y a plein de sites Internet déjà qui vont pas autoriser l'accès aux intelligences artificielles. Par exemple, hein, vous pouvez pas demander à ChatGPT de vous trouver quelque chose sur Le Bon Coin, parce que Le Bon Coin, il bloque les IA. Aucune IA peut accéder à Le Bon Coin. Il faut absolument que ce soit un humain, entre guillemets, qui se connecte. L'IA, elle n'aura pas accès à des sites internet où il faut avoir un compte. Elle n'a pas accès aux réseaux sociaux, par exemple. Sauf si c'est une IA qui est en partenariat avec un réseau social. Donc, par exemple, un X, bah, ils ont le nouveau l'ex Twitter, bah, leur intelligence artificielle X, donc Grok, elle a accès à X, et elle peut vous retrouver des tweets du coup. Ça, vous pourrez pas le faire avec ChatGPT. ChatGPT, il peut pas accéder au tweet. Il faudra exclusivement passer par Grok. Donc c'est pour ça qu'avec une même recherche, bah, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats, parce que bah voilà, il y a certains partenariats, comme je disais tout à l'heure, avec Histoire du Monde et de l'AFP, et chaque IA du coup va pouvoir vous donner des résultats qui peuvent être différents. Donc c'est pour ça aussi que si vous voulez faire une recherche assez complète, bah, des fois ça peut être bien de chercher la même chose sur plusieurs IA, parce que vous allez voir qu'elles vont pas vous donner les mêmes réponses, qu'elles vont pas avoir les mêmes sources. Et donc si vous êtes vraiment sur un sujet important et que vous voulez avoir des données un peu qui se croisent, bah, ça peut être bien de le faire avec plusieurs IA pour croiser un peu l'information et faire après une petite synthèse, hein, pour voir un peu bah, voilà, qu'est-ce qui se recoupe en termes d'information, et éviter justement bah, les biais que chaque IA vont avoir parce qu'elles ont accès à juste une partie limitée d'Internet. Alors ça va bientôt changer, puisque maintenant on commence à avoir des modes, notamment ChatGPT en propose un, c'est le mode opérateur, où en fait bah, ChatGPT il se connecte à son propre navigateur Internet, et ensuite il peut aller naviguer sur Internet comme nous on le ferait. Il peut cliquer, il peut récupérer des choses, etc. Donc par exemple, hein, si vous voulez récupérer un document PDF qui est sur un site Internet, bah, ça ChatGPT de base il ne sait pas le faire. Mais avec son mode opérateur, bah, vu qu'il a accès à son petit navigateur Internet, bah, il peut aller cliquer, télécharger, le récupérer et aller lire le PDF. Et donc là, on rentre justement bah, dans les IA qui sont agentiques, hein, et qui vont pas juste se contenter bah, de vous faire des réponses et d'accéder à de l'information et de vous la mettre sous forme de texte, mais qui vont même vraiment pouvoir faire des actions. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui risque d'évoluer. Mais en attendant, bah, quand vous faites une recherche sur ChatGPT, bah, gardez en tête qu'il n'a pas été cherché partout, et que même si sa réponse elle a l'air hyper sûre de lui, etc., bah, vérifiez quand même les sources et vérifiez que bah, voilà, il n'a pas été chercher juste l'information sur un blog obscur où les informations sont pas forcément fiables, quoi. Ça veut dire aussi que des fois les IA, hein, quand on les connecte pas à internet, bah, elles peuvent nous dire un peu n'importe quoi. Donc là, j'ai fait une petite vidéo, donc je sais pas si ça va bien passer dans le live, mais dans cette vidéo, j'ai demandé à Gemini de me donner des actualités sur ce qui se passait en France, et je l'ai déconnecté d'internet. Et donc vu qu'il est déconnecté d'internet, bah là, il m'a sorti des informations qui datent de début 2023, et voilà, il me parle de la réforme des retraites, etc. Parce que bah en fait, lui, dans sa base d'entraînement, les données sur lesquelles il a été entraîné, bah, elles s'arrêtent en fait à début 2023. Pour lui, en fait, il est encore en début 2023. On s'en sert pourtant en 2025, hein, mais quand il va chercher des informations, bah, il a besoin de se connecter à Internet pour avoir des informations récentes, en fait. C'est ce qui fait aussi que bah, ChatGPT, par exemple, si vous lui demandez de programmer quelque chose, je sais pas moi,
le mercredi, une demande est mercredi 22 novembre, bah, en fait, il va vous dire que c'est pas mercredi, mais jeudi ou mardi, parce qu'en fait, il va se croire en 2024. Il va pas se croire dans la bonne année, en fait. Et donc, des fois, il faut bien lui préciser dans ses demandes, surtout si c'est des histoires de calendrier, il faut bien lui préciser dans quelle année on est, parce que lui, en fait, dans sa tête, il est 1 an, voire 2 ans en arrière. Donc, ça, c'est vraiment aussi une limitation. Et c'est pour ça aussi que maintenant que les IA sont connectées à Internet, bah, il y a beaucoup de problèmes qu'on voit plus sur les hallucinations, parce que bah, elles peuvent vérifier l'information sur Internet avant de nous répondre, quoi. Commandement suivant. Donc voilà, moi je vous ai mis un petit exemple sur Internet. J'enchaîne. Commandement suivant, oubliez les prompts et concentrez-vous sur le contexte. Alors celui-là, il pourrait être un peu subversif, hein. Forcément, les prompts, c'est toujours le truc, quand on débute avec l'IA générative, on se dit: «Ah ouais, c'est super important, faut que j'apprenne à faire des prompts, faut que je trouve une banque de prompts». Tous les infopreneurs qui vendent des formations IA, ils vont vous proposer leurs prompts, et cetera. Alors oui, avoir un bon prompt, ça aide à avoir une bonne réponse, mais c'est pas le plus important, en fait. Le plus important, c'est de transmettre tout le bon contexte à l'intelligence artificielle. En fait, vous allez très souvent pas assez donner d'informations à l'IA. L'IA, elle a pas de bon sens, en fait. Elle peut être super puissante, mais elle est aussi à la fois hyper bête, entre guillemets, et elle a besoin d'avoir un maximum de contexte. Et très souvent, on va pas assez donner d'informations à l'IA. L'IA, elle a besoin de savoir qu'est-ce qu'on essaie de faire, où est-ce qu'on est, à qui on s'adresse, quel est notre objectif. Elle a besoin d'avoir un maximum de détails, et c'est grâce à ces détails-là qu'elle va vous faire une réponse précise, en fait. Si vous lui donnez pas assez d'informations, elle va vous faire une réponse qui sera hyper générique. C'est vraiment ça qui est important. Si vous voulez pas avoir une réponse un peu basique, bah, il va falloir absolument donner beaucoup de détails à l'IA. Et pour ça, bah, concentrez-vous plutôt sur le contexte, sur lui donner, contextualiser un petit peu ce que vous essayez de faire, plutôt que de vous embêter à voilà, essayer de structurer un prompt, à voilà, vous casser la tête à faire quelque chose d'hyper structuré sur votre prompt. Alors oui, si le prompt est bien fait, bah, ça marche un peu mieux, mais c'est plus important dans un premier temps d'essayer déjà de lui donner un maximum d'informations plutôt que de se casser la tête sur le prompt. Et ça veut dire aussi que une bonne façon d'utiliser ChatGPT, ça va être tout simplement d'ouvrir votre micro, de mettre le mode transcription et de lui balancer comme si vous faisiez un vocal à un ami, hein, et de lui dire voilà, j'ai ça comme problème, j'essaie de faire ça, 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 j'utilise tel outil, je suis sur tel ordinateur, ou voilà, j'essaie de toucher tel public, ma boîte elle fait cette taille-là, etc. Vous lui donnez un maximum d'informations. En 1 ou 2 minutes de vocal, vous allez pouvoir lui donner beaucoup d'infos, et derrière, vous balancez, et l'IA, elle va commencer à pouvoir restructurer ces informations-là. Et si vous n'avez pas la bonne information du premier coup, c'est pas grave, hein. Vous avez une conversation, vous pouvez lui répondre, vous pouvez lui dire, bah non, là, c'est pas ça que je voulais, essaie de te concentrer sur tel sujet, etc., etc. Et vu que vous lui avez apporté beaucoup de contexte dès le début, l'IA, elle va tout de suite pouvoir vous orienter de façon bien plus pertinente que si vous avez fait un super prompt, mais où il y a zéro contexte, et où du coup, l'IA, elle va vous faire un truc qui va être joli, mais qui va être complètement en surface, et qui va pas correspondre à votre besoin, en fait. Donc celui-là, vraiment, j'insiste, il est important. Petite question, Dimitri, qui ressemble un peu à ma première question de tout à l'heure, c'est le contexte. Est-ce qu'on peut aussi le paramétrer en amont pour éviter que ce soit redondant à chaque fois? Ouais, tu peux le faire, par exemple, ouais, dans les projets. Donc ouais, je vais vous montrer, je vais faire un petit tour après sur chat, et absolument, on peut créer un projet, par exemple, et dans le projet, on va avoir tous les fichiers une petite instruction pour lui dire, voilà, là c'est mon projet, je vais l'appeler réseaux sociaux. Je vais lui dire que c'est un expert en réseaux sociaux et qui doit m'assister à créer voilà, mon contenu pour les différents réseaux sur lesquels je suis. Et en fait, je vais pouvoir l'alimenter et lui donner des documents, etc. Et comme ça, je vais avoir un projet dédié dans lequel, quand je lui parle d'un sujet, il sait de quoi je parle, quoi. Ça évite que justement, on ait besoin de lui réexpliquer à chaque fois tout le contexte. Au moins, il est déjà à un endroit, quoi. Donc j'enchaîne sur le prochain. L'IA, ça coûte cher, que ce soit en euros ou en kilowatts. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. C'est plus pour vous dire que aujourd'hui, on ne paye pas l'intelligence artificielle au prix qu'elle devrait coûter. Donc je vous ai mis quelques graphes là. C'est le cash qui est brûlé par les startups. Donc voilà, en IA, les startups, elles brûlent vraiment beaucoup, beaucoup de cash par rapport à d'autres domaines. Et à droite, c'est le graphique des prévisions de OpenAI sur le cash qu'ils vont brûler dans les prochaines années. Donc ils vont être déficitaires de 9 milliards cette année, 17 milliards l'an prochain, 35 en 2027 et 47 en 2028. Et à partir de 2028, ils vont commencer à atteindre une première rentabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a accès à plein d'outils gratuitement qui marchent super bien. Au bout d'un moment, les prix, ce sera pas ça. Et ça va être comme Uber. Au tout début, Uber, c'était super. Il y avait les bonbons, les bouteilles d'eau. Ça coûtait pas cher. Et maintenant, Uber, c'est quasiment le prix d'un taxi.
Alors à la fin, on a quand même été gagnant, hein, parce que aujourd'hui, bah, même les taxis ont, je pense, en niveau de qualité, ça a augmenté par rapport à comment c'était avant Uber. Mais n'empêche que bah, on paye au final un prix qui est au final similaire. Ça va être pareil. Aujourd'hui, voilà, l'abonnement à 20 € par mois de ChatGPT, pour eux, il est à peine rentable, quoi. Et si vous êtes un utilisateur gratuit, bah, ils sont en perte. Et à terme, hein, bah, ça va être la même chose, hein. Ils vont se retrouver à être justement à essayer de toucher une certaine rentabilité. Donc les prix aussi vont augmenter. Donc voilà, ça faut quand même s'en rendre compte, hein. Plus on va être dépendant à l'IA aussi, bah, plus ça va être un, un coût pour notre boîte, hein. Mais ce sera la même chose pour tout le monde. Ça a aussi un coût du coup sur l'aspect écologique. Ça, j'aime bien en parler parce que souvent aussi on pense que le coût aujourd'hui en termes d'électricité est très élevé de l'IA. Alors il est élevé, mais on est quand même encore assez loin de certaines autres industries, hein. Aujourd'hui, l'ensemble des data centers, donc je prends pas que l'IA, hein, je prends tous les data centers qui sont utilisés pour les services de cloud, de streaming, les réseaux sociaux, vos boîtes mail, etc. Ça consomme 2,8% de la consommation électrique mondiale. Donc c'est important, mais voilà, c'est encore beaucoup plus faible, hein, que d'autres domaines. Par contre, c'est en train d'exploser. En 2022, on était à 1,3%. Donc là, on est déjà à 2,8%. Et les estimations pour 2026, ce serait qu'on arrive à 4%. Et pour 2030, voilà, qu'on soit même à 6% à l'échelle mondiale et peut-être même à 10% pour certains pays. Donc c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui ne fait que croître. Et c'est pour ça que là, il y a plein de projets de création de data centers et compagnie. C'est un besoin qui va vraiment augmenter et qui va prendre de plus en plus de place. 11e commandement, l'IA, elle n'est pas neutre et elle reflète nos biais. Et donc là, je vous ai mis un exemple en image parce que je trouve que ça parle un peu plus. J'ai demandé à l'IA de me générer une photo, enfin des photos de montre où la montre affiche exactement 6h30. Et sauf que bah, il n'y a aucune des montres qui affiche 6h30. Et ça, en fait, c'est un problème qui est dû tout simplement aux données. Si vous allez regarder là tout de suite sur Google, vous tapez photo de montre, vous allez voir que toutes les montres, elles affichent 10h10 parce que c'est comme ça qu'on peut voir la petite aiguille, la grande aiguille, et qu'on peut voir aussi le chronomètre en bas. C'est la façon un peu marketing de prendre photographier une montre, en fait. Et donc, du coup, bah, l'IA, elle a vu que ces photos-là, parce qu'elle a été entraînée sur les photos qui sont sur Internet. Et donc, du coup, bah, elle a aucune idée que une montre, elle peut afficher autre chose que 10h10. Elle va, du coup, bah, quand on va lui demander de faire une photo de montre, bah, pour elle, elle va afficher une photo d'une montre qui a 10h10, en fait. Elle comprend pas ce que c'est que l'heure. Elle sait pas que, bah, voilà, une montre, ça peut afficher autre chose que 10h10. Si je lui demande une photo de montre, eh ben elle me montre ce que elle a déjà vu dans son entraînement. Et dans son entraînement, bah, c'est une photo d'une montre qui affiche 10h10 parce qu'elle a vu que ça, en fait. Et donc ça, faut bien le garder en tête, hein. L'IA, elle aura toujours des biais. Et les biais, ils vont toujours être aussi liés aux données d'entraînement. Et sur Internet, bah, Internet, c'est pas la vraie vie, c'est pas le monde. Il y a beaucoup moins d'informations sur Internet que ce qui existe vraiment dans la vraie vie. Et donc, il y a plein de choses qui sont biaisées sur Internet parce que bah, on a des informations qui sont tout le temps voilà, limitées et tout le temps avec le même axe, quoi. Donc voilà, ça, faites bien attention. Ça se voit plus en image, mais c'est également le cas, hein, sur plein d'autres domaines. Et enfin, 12e commandement, les agents IA arrivent. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir plein d'outils, notamment voilà, Genspark, Manus, qui sont des agents IA vraiment faciles d'accès. Donc là, ça va vraiment ressembler à un chatbot, donc vous n'allez pas pouvoir faire autant de choses qu'avec d'autres types d'agents. Mais voilà, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre d'aller plus loin. Et par exemple, bah, Genspark, il peut vous faire des présentations, il peut vous faire des tableaux, mais avec quelque chose d'un plus poussé que ce que vous allez pouvoir faire avec un chat GPT. Et vous allez aussi maintenant avoir accès à des outils de no-code comme N8N ou Make, et ça va vraiment vous aider à automatiser les tâches répétitives. Donc ça peut être dans vos boîtes, ça peut être voilà dans votre taf d'entrepreneur ou autre. Dès que vous allez avoir des choses qui sont répétitives, ça peut être automatisé avec ces outils-là. Et l'IA, elle va nous permettre d'avoir une brique qu'on n'avait pas avant, hein, qui va nous permettre de comprendre du texte, de personnaliser les réponses. Et donc ça va nous permettre de l'intégrer dans plein d'endroits. Et à terme, hein, je pense que ça va devenir de plus en plus facile de créer ces agents. Aujourd'hui, c'est pas encore ultra simple, hein. Voilà, Make N8N, ça demande quand même un petit peu voilà d'entraînement ou de formation pour vraiment s'y mettre. Mais je pense que voilà, d'ici peut-être 1 an, 2 ans ou plus, hein, on va avoir des possibilités de créer directement nos IA dans ChatGPT. Ça commence à arriver pour les développeurs, c'est pas encore foufou. Même du côté de Google, ils ont sorti Google Opal qui nous permet aussi de faire des espèces de petits agents. Alors pour l'instant, c'est hyper limité, mais je pense qu'à terme, voilà, ça va être quelque chose qu'on verra un petit peu partout. Et enfin, pour conclure, avant que je vous montre un petit peu l'interface de ChatGPT, ce que je vous dis aujourd'hui, bah, ça ne sera plus vrai demain. Les choses évoluent super vite. Là, je vous ai mis un exemple d'une image générée par Midjourney. Entre la première image et la dernière image, il y a environ 2 ans.
et vous voyez que bah, en 2 ans, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Voilà, au tout début, ça ressemblait à rien, et maintenant, bah, on regarde, on voit que les photos, elles ressemblent, enfin que les images générées par IA, elles ressemblent vraiment à des photos. Là, c'est pareil, je vous ai mis un exemple avec DALL-E, qui était l'ancien générateur d'images intégré à ChatGPT. En lui demandant une photo d'un groupe de 5 personnes, bah, il était incapable de le faire parce qu'il n'arrivait pas à compter en fait le nombre de personnes. C'était un modèle qui était encore limité là-dessus. Je lui ai posé la même question avec le nouveau modèle, et là, il n'y a pas de problème. Il m'a généré 5 personnes sans problème. Mais d'ailleurs, là, ça me permet de vous remontrer un biais, hein. Bah là, sur les 4 photos qu'il m'a générées, bah, à chaque fois, on a des personnes qui sont jeunes, à chaque fois, on a des beaux gosses ou des belles gosses. Bah, pourquoi? Pareil, c'est les biais de l'IA. L'IA, elle est entraînée sur les photos d'Internet. Sur Internet, il y a beaucoup plus de photos de modèles ou d'acteurs ou de gens qui sont beaux que de personnes normales qu'on voit dans la rue. Et donc, du coup, bah, ces biais se sont répercutés sur l'IA. Et il n'y a pas que ça qui est intéressant. Il y a aussi le côté ligne éditoriale. Parce que bah, là, typiquement, OpenAI, ils ont fait le choix que bah, quand on demande à l'IA de nous générer un groupe de personnes, bah, ils essayent de mettre un minimum de mixité. Et ça, c'est pareil, c'est des choix que OpenAI a fait, qui sont pas des comportements par défaut de l'IA. Par défaut, c'est sûr que les images générées, elles auraient été beaucoup moins variées, parce que ça se serait basé, pareil, sur la base d'entraînement, et que bah, sur Internet, les photos, elles sont moins variées, et donc du coup, bah, on aurait eu ce même biais qui aurait été répété. Et ça s'applique aussi sur le texte. Par défaut, ChatGPT, bah, il va avoir son style, et donc si vous voulez pas qu'il vous fasse du ChatGPT avec des emojis dans tous les sens ou quelque chose qui soit vraiment visible, bah, il va falloir lui demander justement et essayer de le personnaliser pour avoir justement une expérience un petit peu différente. Ok, bah, on va s'arrêter là pour, je pense, la présentation. Je vais vous montrer directement 2-3 choses d'intéressantes sur ChatGPT. Alors peut-être juste avant, il y a Sonia qui avait laissé une question dans le chat. Je ne sais pas si elle est là. Je vois la caméra. C'était quoi la question du coup? Où elle disait qu'elle voulait elle veut développer un projet entrepreneurial qui intègre l'IA. Elle se demande si elle doit choisir une IA avec laquelle elle s'adosse ou est-ce qu'elle doit entraîner une IA par entière. Ouais, alors je déconseille vraiment d'entraîner une IA soi-même parce que c'est très compliqué. Et donc du coup, en fait, il y a plus de risques que vous ayez à la fin un truc qui marche moins bien que si vous utilisez une IA déjà existante que vous allez personnaliser entre guillemets. Vaut mieux prendre une IA déjà existante, la personnaliser. C'est ce que font plein de startups, hein, que essayer de créer un truc voilà, personnalisé depuis le début, réentraîner un modèle, etc. Ça demande des ressources colossales, ça demande des connaissances hyper précises, ça demande des budgets hyper importants. Même des grands groupes du CAC 40, ils se cassent les dents sur le sujet. Donc vraiment, quand on est voilà, sur une création de boîte, je déconseille. On peut déjà faire plein de trucs avec les outils existants et ce sera beaucoup plus facile, ça coûtera moins cher. Et voilà, on peut déjà faut pousser les outils existants à bout et en plus, bah, on bénéficie du fait qu'on a entre guillemets la dernière version de chaque modèle, on a plus de flexibilité. Donc voilà, je pense que c'est vraiment mieux de faire ça plutôt que d'essayer de faire du fait maison, quoi. Et est-ce que, alors je sais pas si Sonia, il y a un domaine en particulier ou est-ce que tu as peut-être une IA en fonction du projet, je pense, en fonction du projet, l'IA qui va être le plus à même à être qui est en corrélation avec le projet. Je sais pas si Sonia est là. C'est une activité de coaching. Bah, par exemple, si tu veux faire un espèce d'assistant qui va coacher les gens et qui va le faire avec ton style à toi, bah ça, en fait, tu peux déjà le faire avec du ChatGPT et compagnie. Il faut juste créer un agent dédié. Il faut juste avoir les données. C'est pour ça, à chaque fois, je dis, bah, les données, c'est important. Donc, si par exemple, tu as fait des lives, si tu as fait des podcasts, si tu as du contenu qui existe déjà, bah, il faut déjà que tu récupères ce contenu-là pour avoir justement, toi, tes données. Et ces données-là, bah, tu vas pouvoir les donner à une IA qui va pouvoir, du coup, bah, se comporter avec, voilà, par exemple, ton style sur du coaching, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ça se fait avec un agent IA, mais voilà, ce sera beaucoup plus simple de faire ça plutôt que de se dire que tu prends un modèle d'IA. En plus, il faut prendre des modèles open source parce que tu peux pas personnaliser un modèle payant que tu vas réentraîner sur. Enfin voilà, ça c'est un taf colossal, quoi. C'est un taf colossal qui coûte très cher. Donc voilà, tout ce que vous voyez dès que vous avez des expériences un peu personnalisées avec un chatbot qui vous répond, etc., et qui est un peu cadré avec voilà certaines règles, etc. Vraiment, dans 95% des fois, hein, derrière, hein, c'est une IA classique qui tourne. Ça va être du ChatGPT, ça va être du Gemini, ça va être du Claude, peu importe. Mais c'est juste que c'est construit avec un agent IA qui va soit être fait avec du développement, soit avec du no-code.
comme N8N ou compagnie. Mais voilà. Si c'est un sujet voilà, que vous voulez creuser, hein, n'hésitez pas à me contacter là-dessus aussi, hein, parce que de l'intégration d'agents IA dans les boîtes, c'est des choses que je fais aussi. Hein. Donc voilà, j'ai toute une équipe de développeurs à dispo et voilà, après on peut regarder et faire du sur-mesure, mais là-dessus, vraiment éviter d'essayer de redévelopper une IA d'autre côté. Enfin, de toute façon, en vrai, même si vous voulez le faire, vous pourrez pas parce que les ingénieurs IA, ils sont pas dispo ou ils coûtent 150K l'année, donc voilà, ce sera trop compliqué, quoi. Voilà, je te recontactera. Ok, pas de souci, ouais. Je vous fais un petit tour sur du coup ChatGPT pour vous montrer quelques petites astuces du coup pour les fervents utilisateurs de chat. Première chose que je vous recommande, c'est d'aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, vous allez avoir une petite section qui s'appelle gestion des données. Là, dans la gestion des données, vous allez avoir une petite phrase qui s'appelle améliorer le modèle pour tous. Moi, je vous recommande de le désactiver. Parce que si vous l'activez, en fait, l'IA, elle va s'entraîner sur vos données, en fait. Ça veut dire que quand tu auras la nouvelle version de ChatGPT, donc GPT-6 par exemple, bah, GPT-6, en fait, il aura été entraîné en partie sur vos données. Alors forcément, maintenant, vous allez être une goutte d'eau dans l'océan, hein, parce que s'il y a 800 millions d'utilisateurs, bah, voilà, c'est toutes ces données-là qui sont après réutilisées pour l'entraînement. Mais bon, si vous avez tendance à beaucoup lui envoyer des documents, des choses qui peuvent être confidentielles ou autres, moi vraiment, je vous recommande de ne surtout pas activer cette fonctionnalité, parce qu'on sait jamais, hein, tous ces documents-là, ils peuvent potentiellement être réintégrés à la base d'entraînement. Ça, OpenAI, bah, on ne sait pas exactement comment ils vont réutiliser les données, mais en tout cas, techniquement, ils pourraient le faire. Et donc, si vous l'activez, bah, techniquement, ChatGPT pourrait aspirer toutes les informations qu'il y a sur vous et du coup, bah, après les réutiliser pour, voilà, pour s'entraîner. Et donc, dans les futures versions de ChatGPT, bah, ChatGPT 6 potentiellement, bah, il pourrait vous connaître et connaître toutes les informations que vous avez pu fournir. Alors, ils vont jamais révéler des données personnelles, hein, mais par exemple, si vous avez une entreprise et que vous avez balancé tout un tas d'informations confidentielles sur la boîte, bah, bizarrement, après, sur la nouvelle version de ChatGPT, quand vous poserez des questions sur cette boîte-là, il sera capable de vous ressortir des informations qui sont pas sur Internet et qui sont des informations internes à la boîte, quoi. Donc ça, vraiment, je vous déconseille de l'activer. Autre chose après que je voulais vous montrer, c'est la partie personnalisation. Et donc, dans la personnalisation, c'est là où on va éventuellement pouvoir rajouter des instructions à ChatGPT. Donc, on va par exemple pouvoir lui donner des informations sur le ton. On peut lui dire par exemple qu'on veut pas qu'il nous balance des emojis. On peut lui dire par exemple qu'on veut qu'il soit très contradictoire et qu'il nous challenge quand on lui demande quelque chose. C'est là où on va pouvoir rajouter des informations. On peut lui dire ici, bah voilà, que si jamais il n'a pas d'informations, qu'il n'hésite pas à nous dire qu'il ne sait pas. C'est ici qu'on va pouvoir ajouter tout un tas de petites instructions sur la forme d'un petit paragraphe. Et derrière, bah, à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle conversation avec ChatGPT, ces instructions-là, elles vont être prises en compte. Plus bas, vous avez une autre chose qui est hyper intéressante, c'est ce qui s'appelle la mémoire. Donc ChatGPT, il va se souvenir de certaines choses sur vous. Si vous avez jamais fait le test, hein, allez dans la partie mémoire et vous pouvez aller sur gérer. Et vous allez voir qu'ici, il va avoir énormément de choses qu'il va avoir retenues sur vous. Plus vous utilisez ChatGPT depuis longtemps, plus il va y avoir des choses. Hein. Là, je vous le montre sur un compte de test. Hein. Je n'oserais pas vous le montrer sur mon autre compte parce que il y a 10 pages et puis il y a beaucoup trop d'infos, quoi. Donc voilà, ça c'est la partie mémoire. Ça peut, vous pouvez l'effacer à tout moment, mais en soi c'est très utile, je trouve, d'avoir cette partie mémoire d'activer parce que ça va personnaliser votre expérience avec ChatGPT. Plus ChatGPT il a des informations sur vous, plus il vous fait des réponses pertinentes. Et donc on en revient à ce que je disais la dernière fois. Le plus important c'est surtout le contexte plutôt que le prompt. Et donc bah plus il y a des choses dans la mémoire, plus il a du contexte sur vous, plus il va vous donner des réponses qui sont pertinentes. Donc c'est ça qui est aussi intéressant avec cette partie-là. Dernière option, la partie référence, l'historique des chats, ça va permettre à ChatGPT d'avoir accès aux anciennes conversations que vous avez pu avoir avec lui. Alors, faut faire attention parce que c'est pas tout à fait parfait. Il n'a pas accès à tout ce qui est écrit dans vos anciennes conversations, mais il a accès à un espèce de petit résumé de chaque conversation. Donc, ça lui permet quand même aussi d'avoir un peu plus de contexte sur vous. Je pense qu'à terme, il aura peut-être accès à tout ce qu'on aurait pu dire à ChatGPT. Et c'est là aussi où OpenAI ils sont forts parce que bah, plus vous utilisez ChatGPT, plus vous allez avoir une expérience personnalisée, plus il va avoir d'informations sur vous, et plus bah, ça va être difficile pour vous de passer sur une autre IA. Donc on en revient, les données c'est de l'or, hein. Donc c'est pareil, toutes les données que vous allez balancer à ChatGPT, bah, il y a un moment donné où bah, c'est un peu chiant parce que bah, vous allez être un peu plus captif. Donc ça peut être bien aussi d'avoir une autre façon d'enregistrer vos données importantes. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça va vous permettre d'avoir une expérience plus personnalisée. Et à terme, hein, je pense qu'il pourra éventuellement se souvenir d'absolument tout sur vous. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la partie projet. Donc sur la gauche ici, il y a une nouvelle fonctionnalité maintenant qui vous permet de créer des projets. Ça va vous permettre de faire, bah, par exemple, je vais l'appeler test, le projet. Je vais pouvoir lui donner voilà, un petit logo, une petite couleur. Je vais pouvoir le créer. Et dans ce projet-là, je vais pouvoir avoir des conversations que je pourrais retrouver et je vais pouvoir aussi ajouter des fichiers.
Et ça va me permettre de lui balancer 40, 50, 70 dossiers, des informations, des transcriptions, tout ce que vous voulez, et de pouvoir un petit peu segmenter vos différents usages avec l'IA, et voilà, d'avoir un dossier par sujet. Et comme ça, quand vous posez des questions à l'IA, ça va forcément aller chercher dans ces informations-là, et pas dans l'ensemble de toutes vos données. Et puis, vous n'avez pas besoin à chaque fois d'aller retaper les informations. Donc voilà, c'est un peu plus rapide. Et vous pouvez également, alors je crois que là, je peux pas le faire sur les comptes gratuits, mais sur les comptes payants, vous pouvez, en plus de ça, personnaliser les instructions sur votre projet, et donc rajouter encore des informations supplémentaires pour que le projet soit personnalisé. Ah oui, non, c'est ici, ouais. C'est ajouter des instructions, voilà, c'est ça. Et là, vous pouvez leur donner des infos pour qu'ils vous répondent d'une certaine façon. T'avais une question, Elie? Non, pas du tout. Mais en fait, voilà, j'ai juste un problème de connexion avec la Wi-Fi locale, donc je suis en. Ah, yes. Yes. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions, du coup, parce que là, j'ai déblatéré pendant 1 heure, mais je vous laisse un peu balancer vos questions. Alors, tout en sachant que si vous avez, s'il y a des outils auxquels vous avez besoin, parce qu'on a tous des besoins un peu particuliers en fonction de nos métiers, et que Dimitri est là aussi pour vous aider. Donc, là, on a beaucoup parlé de ChatGPT. L'idée, c'est voilà, c'est d'autres outils que si Dimitri a d'autres recommandations, n'hésitez surtout pas. Yes, moi j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Déjà, merci Dimitri pour toutes ces infos. J'ai appris déjà pas mal de choses. Donc merci pour ça. La question que j'avais, c'est en fait, je pense comme un peu tout le monde ici, on cherche tous l'IA à utiliser pour faire telle ou telle tâche. Concrètement, pour générer des images plutôt propres, telle IA, pour générer des vidéos, telle IA, pour générer des tableaux, telle IA. Est-ce que tu as un peu des tips concrets? Tu as déjà donné une piste. Par exemple, quand tu as parlé de réflexion, de calcul ou de tableau, tu nous as plus orienté vers Claude. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Est-ce que vraiment tu as des noms, d'autres noms d'IA qui peuvent être Ouais, pertinents? je peux vous en donner d'autres. Après, Yes. c'est toujours difficile. Et en plus, je suis en train vraiment de réfléchir à ça. Je vais essayer, je pense, de rajouter, Mm. moi, un espèce de petit tableau de Ok. chaque KIA pour quel cas d'usage, entre guillemets. Mais la grosse difficulté, c'est que ça change tout le temps, en fait. Donc, même moi, sur la partie création de contenu avec la chaîne YouTube, le podcast, etc., je suis tout le temps obligé, en fait, mon contenu, il est super mal. Parce que ce que je vous dis là, en fait, il suffit qu'il y ait une mise à jour de Claude, une mise à jour de Gemini. Enfin là, typiquement, je sais qu'il va y avoir une grosse mise à jour de Gemini qui va arriver. Et je pense que Ok. Gemini, il va tout casser, tu vois, dans pas longtemps. Ouais, Hein. je vois. Mais voilà, c'est très compliqué parce que ça arrête pas de changer. Et puis, il suffit Mhm. que Gemini se réveille avec un nouveau modèle. Et puis, OpenAI, ils vont sortir une nouvelle fonctionnalité, un nouveau truc, parce qu'en ce moment, ils sont tous en train un peu de se tirer la bourre. Et donc, dès que Ouais. t'en as un qui sort une nouvelle actualité, l'autre, il essaie de compenser en disant, ah, mais moi aussi, je fais ça, etc. Donc, c'est un peu compliqué de garder tout ça à jour. Mais globalement, sinon, euh, sur l'aspect généraliste, comme je disais, ChatGPT, c'est top. Mhm. Sur le côté professionnel, si on va sur les chatbots, Claude, j'aime beaucoup. Hein. Mhm. Donc, voilà, Claude, c'est ce site-là. Ok. Sur ce qui est lié à la donnée, il y a Gemini qui est vraiment bien. Et Gemini, je vous recommande de passer par ce site-là quand vous voulez vous en servir. C'est le aistudio.google.com. Alors, c'est un peu plus moche que l'interface de Gemini de base, mais ça vous permet d'avoir accès à un modèle un peu plus, avec plus d'outils, en fait, qui va vous permettre de faire des choses que Gemini ne veut pas faire. Donc, par exemple, sur le Ok. Google AI Studio, je peux tout à fait créer un chat ici et rajouter en pièce jointe, je peux rajouter une tac tac tac. Alors non, c'est pas là. Je peux rajouter une vidéo YouTube. Mhm. Ils ont mis ça où? Tac. Ah oui, non, je suis sur Nano Banana, c'est pour ça. Donc je vais pouvoir choisir mon modèle. Donc là, je vais passer sur Gemini 2.5 Pro. Et ici, par exemple, voilà, je peux mettre YouTube vidéo. Et là, je peux lui mettre un lien de vidéo YouTube. Et là, il va m'analyser toute la transcription de la vidéo YouTube, donc tout ce qui s'est dit dans la vidéo YouTube, mais il va aussi analyser les images une par une. Donc là, par défaut, il va analyser une image par seconde. Et donc, si par exemple, je lui balance une vidéo et je lui dis, tu pourrais me dire à quelle minute il y a la voiture et de quelle couleur elle est, il va me dire, c'est à 3 minutes et il y a une voiture rouge en arrière-plan, quoi.
Donc c'est Ok. hyper intéressant pour aller creuser des informations sur une vidéo YouTube où on a à la fois le côté contenu, transcription et à la fois la vidéo en elle-même. Donc moi, par exemple, j'aime bien m'en servir pour lui envoyer mes vidéos et lui demander de me faire une analyse critique de mes vidéos sur les Ouais, axes d'amélioration, etc. clairement. Ouais. Et ça, Gemini, c'est le seul capable de faire ça parce que c'est faire avec suffisamment de mémoire en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand justement on va lui balancer une info, il va nous Mm. donner la quantité de mémoire que ça lui prend. Donc là, par exemple, si je Ok. vous montre ce que ça donne sur ma chaîne, hop là. Donc je prends voilà une vidéo au pif, hop là. Et je vais ici lui rajouter, voilà, YouTube vidéo, tac, hop là. Et si je lui demande de me l'analyser, voilà, il va récupérer toutes les informations de la vidéo. Et là, il va me donner une info en bas, là. 448 690 000 tokens. Donc, qu'est-ce que c'est une Ok. token? C'est la façon dont l'IA mémorise les informations. La limitation de Gemini en termes de mémoire, c'est 1 million de tokens. Donc là, je sais que cette vidéo-là, ça a pris à peu près la moitié de sa mémoire. Donc ça, c'est top Ok. parce que ça me permet de... En fait, ChatGPT, si jamais il a plus de mémoire, il nous le dit pas, en fait. Alors que là, Ouais. avec cette version-là, on sait quand on atteint la limite de notre mémoire. Donc si vous avez balancé 40 fichiers, au moins vous savez que s'il les a vraiment pris en compte ou pas. Autre Ok. outil C'est cool. très utile dont je parlais tout à l'heure, c'est NotebookLM. Et donc NotebookLM, ça va vous permettre de faire des notebooks. Donc là, par exemple, j'en ai fait un sur le prompt engineering. Donc j'ai pris différents fichiers qui expliquent comment faire des bons prompts, hein, et je les ai rassemblés dans un notebook. Et donc là, si je lui pose une question, je lui dis par exemple comment faire un bon prompt, hop, il va me faire une réponse et dans la réponse, il va me citer chacune de ses sources. Donc ça, typiquement, si vous voulez avoir des réponses qui sont bien référencées sur vos documents à vous, c'est vraiment une très bonne IA. Parce que voilà, là, il est en train de me répondre et il va me mettre à chaque fois ici, par exemple, le petit 1. Et si je clique dessus, il va me rouvrir le document sur lequel il se base et il va me surligner le paragraphe auquel il fait référence. Je Ok. vous note. D'accord. Donc là, par exemple, voilà, il me Excellent. donne utiliser des contraintes, boum, c'est tel document et c'est telle phrase. Donc ça, c'est top parce que ça me permet d'avoir des réponses beaucoup plus fiables. Petite aussi bonus avec NotebookLM. Hein. NotebookLM, il est capable de vous faire des résumés audio sous la forme de podcast et des résumés vidéo. Donc là, si je vous montre, hein, par exemple, j'avais fait une petite vidéo. Je sais pas si on entendra le son, mais voilà, il m'avait fait une petite vidéo directement avec voilà des petits Ouais, slides. clairement. C'est le jour et la nuit, vraiment. Et tout ça, ça tient juste à la manière de demander. Et ça, c'est entièrement généré par l'IA. Donc, il nous fait déjà des petites slides complets avec la voix et compagnie. Donc ça, c'est top avec NotebookLM. Voilà. Après, là, je vous en donne quelques-uns, mais en fait, des outils vraiment, si je devais tous les lister, moi, je pense que j'en utilise au moins une trentaine, quoi. Donc, mais c'est parce que aussi, voilà, vu que j'ai le côté veille, je suis un peu à fond sur le sujet, donc je teste un petit peu tout. Mais voilà. Après, c'est vrai que c'est plutôt, faut réfléchir à c'est quoi le cas d'usage, quoi. Donc, Ouais, si clairement. tu sais déjà ce que tu essaies de faire, voilà, tu peux me dire, et après, moi, je peux te dire, voilà, pour ce truc-là, je sais que c'est telle IA qui marche mieux ou pas. Et c'est aussi ce qui fait que, là, moi, aujourd'hui, tout le travail que je fais sur le conseil, l'accompagnement des entreprises, etc., en fait, il n'y a pas d'IA, entre guillemets, qui peut le faire. Il n'y a pas un site internet où tu vas dessus et il te dit, la meilleure IA pour faire ça, c'est celle-ci. Parce que, justement, c'est tellement frais, il faut tellement avoir une veille, il faut tellement, voilà, tester les outils, que la seule façon, entre guillemets, de savoir quel outil utiliser pourquoi, c'est de l'avoir testé, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, ce que je fais n'est pas encore remplaçable par l'IA, pour l'instant. Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut en retenir, quoi. Je sais pas si voilà, vous aviez d'autres questions ou autres pour les autres. Surtout, n'hésitez pas, hein, justement, si c'est dans un autre contexte autour de l'IA, surtout, n'hésitez surtout pas. Moi, c'est une question. J'ai encore une question, mais c'est plus par rapport à l'accompagnement que tu proposes. Si j'ai bien compris, tu proposes un accompagnement, du consulting pour les entreprises, pour les entrepreneurs et autres. Comment ça se passe du coup? Parce que moi, je suis Alors, intéressé. Je te contacte en privé. Ça se passe comment? oui, c'est ça. Ouais, tu peux aller sur mon site, tu as une petite page contact. Donc c'est tsunamia.fr. Sinon, tu m'envoies un mail à contact@tsunamia.fr.
Et ça va être très dépendant de où est-ce que tu en es, ce que tu fais avec ton entreprise. Il faut faire attention avec l'automatisation. Parfois, il y en a qui veulent automatiser, mais ils n'ont pas de process en fait. Si tu n'as pas de Ouais. process en place, ça sert à rien d'automatiser en fait. Il faut déjà définir des process, Ok. déjà avoir les bons outils, etc. Après, voilà, et après t'automatises. Si les choses sont pas définies, ça va pas marcher. Donc des fois, il faut passer par une première étape où déjà il faut faire un petit peu, voilà, faut un peu définir tes processus, Ouais. savoir un petit peu cadrer les choses. Ça va être important aussi de savoir quels outils tu utilises déjà pour savoir comment on va pouvoir interconnecter tout ça. Donc ça c'est pareil, hein, même si aujourd'hui vous n'avez pas forcément d'agents IA, d'outils IA complexes, etc. Quand vous allez rentrer dans un nouvel outil, que ce soit votre outil de compta, votre outil même votre banque, votre CRM, etc. Essayez de prendre des outils qui sont un peu modernes entre guillemets, parce que plus l'outil va être un peu voilà moderne, esprit startup, des entreprises un peu avec une affinité sur la tech, plus ça va être facile généralement de les intégrer après dans des outils d'automatisation. Moi, ça m'arrive des fois d'arriver dans des boîtes où ils ont des outils qui sont des trucs qui ont 20 ans, qui n'ont pas été mis à jour. En fait, c'est une galère. En fait, c'est très compliqué après à automatiser parce qu'il n'y a pas les bons outils pour pouvoir connecter leur outil métier à des outils d'IA en fait. Et on ne peut faire du sur mesure et c'est super compliqué. Donc, quand on est sur une activité où les choses sont en train encore de se construire, voilà, n'hésitez pas à un peu privilégier des entreprises un peu plus modernes, on va dire, plutôt que d'aller sur des vieilles boîtes, quoi. Donc, typiquement, l'exemple, c'est la banque, quoi. Voilà, vous créez votre boîte, faut avoir une néobanque, quoi. Si vous avez une ancienne banque, ça va vous pénaliser sur plein de choses, quoi. Ça va être tout de suite plus compliqué. La néobanque, elle va pouvoir se connecter à votre ERP, voilà, un CRM, elle va pouvoir faire du matching de factures. Ça va pouvoir vous permettre de se connecter à un outil de compta. Enfin bref, ça va être beaucoup plus facile. Alors que si vous êtes sur une ancienne banque, ça vous pourrez pas le faire, quoi. Ok, très très clair. Moi en tout cas, je te contacterai, on verra comment faire les choses. C'est top. Yes. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est aller sur la plateforme Aloha, vous allez sur le profil de Dimitri, il y aura tous ces liens. Il a également un podcast qui est super intéressant, qui le fait chaque semaine. Il est très actif niveau podcast, chose que je ne suis pas à droit. Comment une IA pourrait faire des podcasts à ma place, du coup, Jerry? Notre Bookalem, il fait déjà les podcasts, notre Bookalem, hein. Notre Bookalem, il te les fait. Alors après, si tu veux que ce soit avec ta voix, il faut faire avec c'est Eleven Labs. Eleven Labs, eux, ils sont bons. On va s'y mettre à la tâche et les gens sont tellement attachés à ma voix. Non, mais voilà, vous pouvez aller voir sur son profil, il y a tous ses liens, tout ce qu'il a fait auparavant. Et je pense que déjà, rien qu'avec son podcast, vous aurez de quoi, des pistes et ça couvre pas mal l'actualité aussi IA qui bouge tout le temps. Donc, Ouais. n'hésitez surtout pas. J'ai eu une notif 10 minutes avant de commencer le call, il y a un live de OpenAI, donc je suis encore sûr qu'ils vont nous sortir un nouveau truc. Donc ouais, ça change tout le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Nathalie, je ne sais pas si dans ton activité, tu en as besoin. Flo, si tu as d'autres choses. Sonia, qui dit qu'il y a rien de moi. Non, mais moi, c'est plus par rapport. Bon, alors moi, c'est plus. J'ai pas vraiment une question en soi, mais c'est surtout l'IA. Et on m'a parlé de N8N justement pour l'automatisation de pas mal de tâches. Alors moi notamment en ce moment, ce que j'ai, c'est l'automatisation de ma comptabilité. Alors c'est déjà pas mal, ça se fait déjà pas mal avec Penny Lane, c'est cool. Ouais, Penny Lane ou Dext, ouais. Penny Lane, ça c'est cool, mais moi en fait, je reçois pas mal de factures par mail que je dois ensuite mettre dans Penny Lane. Et c'est ce genre de choses qu'il faudrait que je mette, qui puisse me décharger un peu de cette partie administrative. Ouais, je vois, ouais. Normalement, Penny Lane, tu peux pas le connecter à ta boîte mail, parce que je sais que Dext, ils le font. Alors, écoute, honnêtement, je n'ai rien essayé pour le moment, je n'ai rien essayé. Mais, okay, ouais. Mais en gros, quand on a des besoins, en fait, si c'est un besoin que tout le monde peut avoir, entre guillemets, donc typiquement la comptabilité, vaut très souvent mieux passer par un outil type Penny Lane ou Dext ou peu importe, une boîte qui a vraiment planché sur le sujet et payer un petit forfait, un petit abonnement pour avoir le truc, plutôt que de s'embêter à reprogrammer tout un truc sur N8N. Parce que en fait ce que tu fais il y a sûrement quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait et qui l'a sûrement fait mieux que toi en fait, donc sauf si tu as un process super établi où c'est tout le temps le même format de facture dans la même boîte mail, dans le même truc, etc., ou why not, mais dans la majorité du temps il vaut mieux prendre un outil qui existe déjà
pas trop se casser la tête, plutôt que... Tu m'entends toujours, Eddy? Oui, 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 je t'entends. Je suis un Ouais. peu cardiaque. Non. Je ne suis pas dans une boîte de nuit pour info. Hein. Je suis- Mais ouais, pardon, pardon. Ok, non, mais de toute façon, je vais explorer ça comme un peu comme nous autres, je pense que je te consulterai aussi sur certaines tâches, notamment aussi sur la partie Aloha. Bon, je pense qu'il y a pas mal de sujets encore à explorer. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de ça? Il nous reste un petit 7 minutes là. On a dit qu'à 20h30 ça peut finir, mais surtout n'hésitez pas. Ah, si vous voulez, si vous avez pas de questions, je peux vous montrer ma petite liste de tac tac, ma liste des outils. Donc ouais, je vous montre quelques-uns des outils que moi j'aime bien. Alors comme ça, vous avez le listing, mais après je vous les montrerai directement en ligne. Il y a Gamma, qui est un site qui permet de générer des slides. Donc ça, c'est toujours pas mal quand on en a marre de faire des PowerPoint à rallonge. C'est pas encore parfait. Ça fait des très bons premiers slides de premier tir. Si voilà, si vous n'êtes pas non plus à vouloir, je sais pas, des graphiques super compliqués, des slides hyper personnalisés, ça fera très bien le job. Et ça vous permet en fait en quelques clics de faire un PowerPoint hyper quali, quoi. Donc celui-là, je vous le recommande, il est assez cool. Sinon, il y a Suno AI qui est vraiment pas mal pour la génération de musique. Donc ça, c'est plus pour ceux qui font de la création de contenu. Si jamais vous voulez avoir une petite musique, voilà, pour un montage vidéo ou autre, vous pouvez passer par Suno. Ça vous permet de faire des musiques générées par IA qui peuvent être assez quali et qui peuvent être très personnalisées. Sur l'aspect voilà, gestion des données, etc., c'est ce que je vous disais, c'est Notebook LM qui est vraiment top. On peut lui balancer plein d'infos. Alors, il analyse des données que au format texte pour l'instant, mais par contre, il est capable d'analyser énormément de données. Sur la version gratuite, je crois que c'est 50 sources maximum, et sur la version payante, on peut monter à 300 sources, donc c'est vraiment balèze. Gemini, sinon, qui est vraiment bien. Gemini, vous avez accès aussi à un modèle qui s'appelle Nano Banana, qui est leur modèle de génération d'images et de modification d'images. Donc ça, c'est vraiment bien parce que vous pouvez envoyer une image à l'IA, lui demander de la modifier, et il va pas modifier en fait toute l'image. Ça, c'est avec ChatGPT. Par exemple, si vous lui envoyez une photo de vous, que vous lui demandez de la modifier, il va vous modifier votre visage. Nano Banana, il a pas ce problème-là. Il arrive à modifier que le visage. Donc c'est pareil, il est pas mal du tout. Mistral, donc ça c'est plus l'IA côté France. Mistral, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ils ont rajouté pas mal de connecteurs assez faciles à utiliser. Les connecteurs, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de connecter votre IA à d'autres applications. Donc par exemple, vous pouvez connecter Mistral à une boîte mail Gmail et donc du coup lui demander d'envoyer des emails directement. Ça, sur ChatGPT, on peut pas encore le faire. Ça commence à arriver en bêta, mais ChatGPT, il peut lire des fois des informations qui viennent, par exemple, de votre boîte mail Outlook, mais il peut pas encore écrire un email. Donc ça, voilà, Mistral, il peut le faire. Et puis bon, après, il y a d'autres petites fonctionnalités qui sont sympas. Après, en termes de performance brute, il est moins bon que les modèles américains pour l'instant. Donc ensuite, on a Claude, du coup, ce que je vous disais, qui est pas mal pour tout ce qui va être lié au sujet professionnel. Il fait des très bons slides aussi. Il va vous faire des choses qui sont très bien en termes de code aussi. Et sur l'analyse, etc., voilà, je trouve vraiment bien. ChatGPT, voilà, le classique, bon, celui-là, je passe. GenSpark, qui est une IA du coup qui elle va agréger plusieurs IA. Donc en fait GenSpark derrière ils utilisent du ChatGPT, ils utilisent du Claude, etc. On ne sait pas exactement vraiment comment ils le font, mais en gros on va poser une question et il va activer plusieurs outils en fonction de ce qu'on lui demande. Et il va être capable de générer des images, de générer des petites vidéos, de générer des tableaux. Voilà, ce que je trouve qui est pas mal avec GenSpark, c'est qu'ils sont intégrés vraiment, ils ont plein d'outils différents intégrés à l'IA. Et donc, quand on lui demande de faire des choses, elle arrive à nous faire des résultats des fois qui sont vraiment pertinents parce que elle a été chercher un truc sur Internet, puis récupérer une image, puis elle a fait une présentation. Si on lui demande par exemple de faire des tableaux sur la prospection, il arrive à récupérer des informations sur LinkedIn, alors que ça, ChatGPT il peut pas le faire. Et ça, c'est parce qu'ils ont en fait pareil un module qui fait la partie récupération des informations qui est directement intégré. Donc voilà, il arrive à faire pas mal de choses, donc il est quand même toujours intéressant
à tester, sachant qu'en plus, voilà, vous pouvez faire quelques requêtes gratuitement, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir ce que vous pouvez faire avec. Ensuite, il y a Nuta qui est pas mal, c'est pour la prise de notes. Donc ça va vous permettre d'avoir tout ce qui est transcription de vos réunions. Donc si vous passez pas mal de temps voilà en call, en appel sur Zoom, Teams et compagnie, Nuta il va pouvoir enregistrer tout ça et du coup après vous faire un compte rendu de tout ce que vous avez pu dire. Donc ça c'est vraiment pas mal. Moi je m'en sers par exemple pour faire toutes les descriptions de mes podcasts. N8N, donc là on rentre plus sur la partie automatisation. Ça va vous permettre voilà de créer un petit peu vos propres agents. Il faut quand même voilà être à l'aise avec des concepts qui sont quand même un petit peu des concepts de développement, avec les concepts de je sais pas c'est quoi une variable, comment sont traitées vos données, etc. Si c'est des choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, bon N8N ça risque d'être un peu rude et donc faut peut-être essayer déjà de passer par peut-être voilà Zapier qui est un peu plus simple ou Make. Après attention, le défaut de Zapier ou de Make c'est que ça peut revenir plus cher en termes de coût par rapport à N8N. Mais bon, après, ça a dosé. Hein. Si vous n'avez pas 50 000 automatisations à faire, des fois, il vaut mieux aller sur un outil qui est un peu plus simple et qui va vous permettre de tout de suite avoir une automatisation que vous comprenez, que vous pouvez gérer vous-même, plutôt que de partir sur un truc comme N8N qui va être un peu plus compliqué, mais où, voilà, si demain, il y a un truc qui marche pas, il faudra demander à un développeur ou à une personne, en tout cas, de vous assister pour refaire fonctionner l'automatisation. Donc, faut bien cadrer. Ça va vraiment dépendre de votre cas d'usage et de ce que vous essayez de faire. Google AI Studio, je vous l'ai montré tout à l'heure. Recraft, c'est pas mal, c'est pour faire de la génération d'images. Créa, c'est pareil, c'est de la génération d'images, c'est plutôt sympa. Eleven Labs, c'est pour la voix. Donc voilà, si vous voulez faire un podcast sans vous enregistrer, ça peut être avec Eleven Lab. Nano Banana, c'est ce que je disais, c'était la partie Google Images. Là, je crois que je vous ai mis des démonstrations. Donc là, par exemple, sur Nano Banana, on lui a dit, retire les personnes autour de moi. Et il a nettoyé complètement l'image là de Notre-Dame. Et là, on lui a mis un vêtement et une personne, on lui a dit de mettre le vêtement sur la personne. Et pareil, il a pu du coup l'ajouter directement. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, Grok, j'en ai parlé brièvement. Sora 2, ça c'est la partie génération de vidéos. Velo 3.1, c'est pareil, ça c'est pour la génération de vidéos. Donc c'est pareil, si vous voulez générer du contenu avec de l'IA, maintenant ça devient possible, il y a des choses assez cool à faire. Lovable, ça c'est pas mal, c'est pour créer votre site. Avec pareil, quelques prompts, vous pourrez réussir à créer un site internet, ça marche plutôt bien. iGen, c'est pour faire des clones, donc vous pouvez vous cloner vous-même ou utiliser même des clones d'influenceurs qui vous permettent de générer du contenu avec la voix dans différentes langues, etc. C'est pas mal du tout. Sur les dernières versions, ils arrivent à faire des choses qui sont assez réalistes. Adobe Podcast, ça c'est pour les personnes qui font du contenu, aiment s'enregistrer, ça va vous permettre de nettoyer notamment l'audio de vos enregistrements. Donc si jamais vous avez enregistré qu'on entend du bruit derrière, etc., vous passez tout sur Adobe Podcast, ça va vous permettre d'avoir un son bien plus qualitatif. Moi je m'en sers très souvent sur les podcasts. Et Perplexity qui est un espèce de remplaçant de Google, hein, c'est un moteur de recherche boosté à l'IA qui peut être pas mal aussi pour tout ce qui va être lié à vos recherches. Voilà un petit peu pour vous présenter les outils que j'aime bien utiliser généralement. Et sinon, Top, merci Dimitri. Écoute, si tu peux aussi m'envoyer cette liste, comme ça on la mettra à disposition de la communauté et je pense que ça servira. Et en plus, j'en ai utilisé quelques-uns. Bon, alors, pour le coup, alors, je sais pas s'il y a des podcasteurs, peut-être Sonia. Alors Sonia, je sais qu'elle enregistre beaucoup dans les studios, mais Adobe, le Adobe Podcast, ça marche énormément. Le dernier podcast que j'ai fait, il m'a enlevé vraiment tout le bruit et c'était assez, c'est trop bien, assez cool. Pareil pour Gamma, j'utilise. Après Gamma, c'est vraiment si on a vraiment envie de faire une présentation à la rapide. Mais alors moi, ce que je fais, c'est que je les modifie derrière avec mon Canva, voilà, pour tout ce qui va être charte graphique ou autre, mais ne serait-ce que pour avoir un contenu et une ligne de conduite, il est très 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 efficace. Et puis voilà, tout ça on mettra à disposition et voilà. C'est déjà pas mal, hein. Ça y est, on en a 1h30 là. Yes. On a 1h30. Pour un petit mot de la fin, allez Dimitri, un petit mot de la fin, allez. Restez bien informés entre guillemets, hein, parce que les choses vont vite. Faut pas oublier que ChatGPT c'était fin 2022, hein.
Donc voilà, ça passe très très vite. Et fin 2022, ChatGPT, on lui posait une question en français, il nous répondait en anglais, il était à la rue, il y avait plein de choses qu'il savait pas faire. Et là maintenant, il y a beaucoup de personnes qui arrivent plus à s'en passer. Donc voilà, dites-vous que ça va être la même chose d'ici 1 an, d'ici 2 ans, etc. Donc on peut vraiment pas ignorer maintenant l'intelligence artificielle, hein, peu importe ce qu'on fait, peu importe notre activité, il va forcément y avoir un impact à un moment donné, direct ou indirect. Donc voilà, pensez-y. Yes, au top. Merci à tous. Merci à tous d'être venus pour ce first live. De toute façon, il sera disponible en replay si vous voulez revoir des choses et aussi pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas eu la chance d'être là, il sera à disposition. Nous, en termes de rendez-vous, on se donne tous les jours rendez-vous sur la plateforme. N'hésitez surtout pas à solliciter si vous avez des questions, ne serait-ce aussi par rapport à l'IA ou peu importe le sujet, allez là pour ça. En termes de rendez-vous, on se retrouve bientôt. Il va y avoir le coworking à la fin du mois. Sinon, en gros event, et là où on va être un peu plus, et on va passer un peu plus de bon temps, c'est le 8 novembre prochain, soirée disco, les gars. On est quasiment 90 là déjà inscrits. Donc ça va être plutôt sympa. Et puis il n'y a plus qu'à, hein. Je pense que ça va être l'heure de manger pour tous. Ah, on a eu pas mal d'informations là. J'ai juste une dernière question avant de Yes. terminer. Yes, Nathalie. C'est Nathalie. Du coup, moi, je suis plutôt dans le domaine de la finance et donc je te remercie, Dimitri, pour ta présentation qui était très intéressante. Et moi, du coup, ce qui m'intéresserait serait plus savoir avec quelle IA je pourrais travailler, tu sais, pour retravailler des fichiers Excel ou par exemple faire des tableaux de bord ou retravailler vraiment Ouais. des fichiers Excel avec des formules, enfin tout ce qui est un peu financier. Ouais, c'est plutôt Claude qu'il faut que tu essayes, ouais. Alors même si c'est pas encore magique, hein, Excel, ça reste encore aujourd'hui un peu comme les présentations PowerPoint, un sujet sur lequel les IA sont pas encore parfaites. Mais clairement, le meilleur, ça va être Claude. Je l'avais noté, mais je me suis dit peut-être qu'il y a autre chose. Mais ok, très bien, ça marche. Bah, et Claude, ils ont même, alors tu n'auras pas accès, hein, mais ils ont même une version dédiée finance, mais ça c'est pour les entreprises, qui est utilisée dans des très grosses boîtes, hein. Donc je crois par contre la licence ça coûte une blinde, mais ils ont fait un Claude dédié qui fait que de l'analyse financière. Mais Ok. voilà, parce que celui-là t'auras pas accès, mais voilà, c'est vraiment une de leurs spécialités en tout cas. Super, Et merci. Dimitri, j'en profite pour tout ce qui est un peu stratégie d'entreprise, on va dire business plan, etc. C'est aussi Claude. Ouais, je pense qu'il peut être bon, chat aussi en vrai, hein. Honnêtement, Ok. déjà moins, là c'est déjà un truc moins marqué, je pense que tu vois, tu auras un bon résultat avec les deux, je pense. Ok, et même tournée marketing, etc. C'est aussi la même chose. Marketing, ça dépend si tu veux du conseil marketing, ouais, peut-être En quelque gros, chose si qui va j'ai être... une boîte de conseil marketing Ouais. euh, et qu'en gros, je veux un peu avoir une stratégie claire et une communication assez claire, donc un peu pour m'épauler sur ça, on va dire ça comme ça. Ouais, mais peut-être que chat peut être bien, parce que chat, il a ce côté personnalisation qui va faire que ça va être plus facile de bien le prompter, entre guillemets, parce que vu qu'il va avoir sa mémoire, il va tout de suite un peu mieux cadrer les demandes que tu vas lui faire. Mais par contre, il faut que tu passes sur un abonnement payant, que tu puisses vraiment passer sur le mode de réflexion de ChatGPT pour avoir un modèle qui va vraiment réfléchir et Ouais, pas bah, ok. réponse Clair, du clair, texte. clair. Génial, génial. Merci beaucoup, Dimitri, hein, merci beaucoup. Yes, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous. Et l'histoire retiendra que vous étiez les premiers du live hour.